Salut l'équipe, je le sais, vous le savez, la NBA est une ligue d'athlètes où vitesse et tête au cercle sont autant recommandées que lubrifiant et ouverture d'esprit en club échangiste. Mais la NBA ne serait pas la NBA si ces athlètes plus n'étaient pas menés à la baguette. Alors menés à la baguette, pas façon Icardi avec Honda en mode victime, mais plutôt Suns avec Chris Paul façon maestro. Lui aussi, à plus de 35 ans, reste une référence. Et en plus, il a le bilan qui va avec. Véritable André Rieu du game, Chris Paul a toujours le bon rythme et le bon goût. Choisir Chris Paul, c'est comme choisir de commander un poké supplément mangue au lieu de se commander un McDo dégueulasse un lendemain de soirée. C'est beaucoup plus sain. Chris Paul est un lover du basketball et en ce moment, il fait l'amour à tous ceux qu'il croise. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il soit le père de l'enfant de Rihanna. Et même si pour sa 17e saison, il inscrit sa plus petite moyenne de points en carrière, il garde sur le jeu une incroyable influence. Et oui, le basket influence Chris Paul influence le monde du basket. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Rihanna est enceinte, le nouveau site de l'Euroleague est dramatique. L'OM a perdu à Lyon, mais j'ai gagné au padel contre Paul et Thomas. La semaine, vous l'avez compris, est déjà très chargée, mais ce n'est pas fini. Et comme chaque jeudi, mon Toto est avec moi pour continuer cette belle semaine. Comment ça va ? Ça va super, je suis un peu étonné que tu mettes en avant cette victoire au padel. C'était avec Antoine Beneteau, ancien joueur professionnel de tennis. T'as oublié de le préciser celui-ci. C'est ce que j'allais dire, mais c'est un petit peu la magie des réseaux sociaux. C'est qu'on raconte un petit peu ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Voilà. Non mais bref, en tout cas, on s'est régalé, on a découvert un nouveau sport. Ouais, on est bidin, comme on dit à Marseille. Mais en tout cas, on s'est bien marré. Et merci à Antoine Beneteau pour sa patience et sa pédagogie. Bon, Thomas est avec moi, mais cette semaine est aussi très chargée parce qu'on a avec nous un retour, un homme qui revient des États-Unis, son pays d'adoption, j'ai envie de dire. Kevin Séraphin. Comment ça va, Kevin ? Ça va très bien. Ça va très bien. Gros, un mois et demi sans toi là. C'est vrai que ça fait un petit moment, je suis passé par Vegas, Los Angeles, j'ai fait Miami, New York, pas mal. Toronto. Ah bon, d'accord, le grand tour. Pour rattraper mon fils et après je suis rentré là. Dunkerque, non. Par Dunkerque ? Non, Dunkerque c'est... Non, t'as évité. Février 2033. Bon, raconte-nous un peu, ça s'est passé comment au steak ? Ça s'est passé plutôt bien, honnêtement. Ouais. Plutôt bien, je suis parti pour mes projets perso, donc c'était cool. T'as vu du basket un peu ? Non. T'as pas vu de match ? J'ai vu, la première fois que je suis parti, oui, j'avais vu un match, j'avais vu à New York, j'ai vu contre les Spurs. Ok. Tu vois, et après ça, non, j'ai pas vu de match. Il n'y en avait pas à Los Angeles, ils étaient partis. C'est vrai que si tu tombes mal aux États-Unis sur les road trips, tu peux comme les mecs qui partent 7 à 10 jours, ça peut être compliqué. Avant de vous annoncer le sommaire de cette émission, sommaire très chargé, où on a parlé du MVP en titre, Nikola Jokic, on va vous faire le programme comme chaque jeudi sur MCS Basket, parce que ce week-end, il y a encore un énorme programme de basket européen. Barça face à Saint-Jacques-de-Compostelle, je crois que Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est moi qui vais le faire celui-là. C'est ça, Polo avait fait. Donc ça, c'est moi qui vais le faire en solo. Fenerbahçe, Bursaspor ensuite, c'est du basket turc. Galatasaray, Anadolu, Efes, un super match encore en Ligue turque. Ensuite, Real, Valence, là c'est un énorme match, encore une fois, et c'est moi qui vais le faire avec Stephen Brun. Et on finira avec Bilbao, Manresa, le Manresa de Sylvain Francisco. Contre Jean Roussel. Contre Jean Roussel. On va se régaler, donc dimanche 6 février, énorme programme encore sur M16 Basket. Il faut qu'on te donne un abonnement pour que tu puisses mater les poteaux jouer dans toute l'Europe. Ça m'intéresserait. Ah ben tu m'étonnes. Et puis l'Espagne, on va pas t'apprendre à toi que l'Espagne est le meilleur championnat d'Europe. C'est vrai. Honnêtement, après, t'as vraiment 5 grandes équipes et après les autres, ça peut. Mais oui, ça reste pour moi. Après, c'est le meilleur championnat. T'as l'Euroleague. Tu t'es éclaté toi là-bas. Honnêtement, oui. J'aurais aimé que ça se finisse mieux avec le Barça. Eux aussi, je crois. J'aurais aimé que ça se termine mieux. Mais oui, honnêtement, je suis assez content et je kiffe beaucoup. Tu retournes souvent d'ailleurs là-bas. Oui, je retourne souvent. D'ailleurs, il faudra que tu commandes des matchs avec nous de Barcelone et du championnat espagnol. Si ça te dit, on pourrait... Je veux rien entendre de Barcelone, je rigole. Maintenant, il n'y a plus personne que tu connaissais là-bas. Non, j'ai aucun problème avec personne. Mais ça te dirait de commenter des matchs ? C'est un truc qui peut te plaire ? Pourquoi pas ? Ah ben écoute, on va creuser ça. Je l'avais fait pour Paris Basket.
On va le faire sérieusement là. Donc voilà, je l'avais fait. Donc du coup, moi, oui, ça m'intéresserait. Il faut dire Paris Basketball, sinon on se fait taper sur les doigts. Paris Basketball. Mais voilà, on s'est noté. Kevin Séraphin sera notre nouveau consultant avec Stephen Brantrod sur le basket espagnol. Régalade. Bon, allez, on va avec le sommaire de cette émission. On va revenir à la NBA parce que le jeudi, on est là pour ça quand même. Avec des news où il y aura pas mal de choses. Des équipes qui vont bien, des équipes qui vont mal. Des anciennes gloires qui se font maltraiter par leur franchise de toujours. On aura un débat autour de Nikola Jokic. Alors, on va pas se demander s'il est trop fort parce qu'il est trop fort, mais comment et pourquoi ce joueur est unique et est-ce qu'on a déjà vu ça vraiment en NBA dans l'histoire de la Ligue, et on a plein de points à aborder avec des images et ça va être très bien, on va presque faire un petit peu de la palette, ça va être très intéressant. On ira sur un focus du côté du Canada puisque les Toronto Raptors sont une des surprises de cette saison sur le bilan et par la manière aussi. Fred VanVleet est un joueur exceptionnel et Pascal Siakam est un super joueur aussi qui joue désormais meneur. Une nouvelle trouvaille du côté de Nick Nurse. On va étudier un petit peu tout ça et je crois qu'en plus les Raptors, Thomas, tu me diras pas le contraire, veulent bouger sur la trade deadline. C'est possible. Et on finira comme d'habitude le moment préféré de Kevin Séraphin, le quiz. Là où il est le meilleur, tu peux même le dire. Là où tu es le meilleur. Mais tu sais Là où tu brilles. Là où tu brilles. tu sais que Tom l'adapte souvent pour toi. Il va sur des équipes dans Sympa. lesquelles Est-ce que c'est une bonne chose ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Voilà, On peut pas dire ça. Oh, bordel! Ça, c'est abusé. Bah ça. oui, mais ça me. Très bien. Bon, allez. C'est abusé, moi je trouve ça, c'est pas cool ça. Ouais, je trouve Ah, pas ça. j'aime pas cette ambiance. Genre on C'est l'adapte pour Kevin, genre. Non. Boumin, ça fait quasiment un an qu'il vient, il a pas gagné un quiz. Tout le monde a compris qu'il était pas à l'aise sur les quiz. On va pas se mentir. Une fois, on a fait un qui suit, c'était Kevin Séraphin, il a quand même il a trouvé. T'as C'est vrai trouvé que Kevin ce jour-là. C'est vrai que t'avais trouvé Kevin Séraphin sur un qui suis. Bravo à toi. Dès le collège, hein, tu l'avais trouvé. En sixième, je vais au collège. Ah bah, ok, terminé. Bon, bref, allez, on attaque tout de suite avec les news. Tout va bien du côté de Phoenix où le soleil brille plus que jamais. 11e victoire d'affilée cette semaine, Thomas, avec une belle victoire face aux Nets. Toujours privé de Kevin Durant, mais des Nets qui ont fait plutôt un bon match, mais qui enchaînent une nouvelle défaite. Ça, c'est un autre problème. Par contre, pour les derniers finalistes de l'Ouest, tout va bien. 11 victoires d'affilée. Ouais. Et un duo, Chris Paul, Devin Booker, de haut niveau. Ouais, absolument. Les Suns sont maintenant de loin le meilleur bilan NBA, donc par définition la meilleure équipe. On dit ça parce que franchement, on est impressionné par les anciens finalistes. Dans le jeu, ils sont. On aime bien parler des équipes qui sont en avance ou des équipes qui sont abouties. Bon, là, on a clairement une équipe qui est très en avance parce qu'au complet et parce qu'une équipe qu'on peut lire facilement et aussi parce que toutes les autres équipes ont des problèmes. Enfin, la plupart des autres équipes favoris ont des problèmes alors que eux, malgré quelques absences de DeAndre Ayton notamment, eh bien, l'effectif en fait joue tous les matchs. Ils sont excellemment coachés et franchement, c'est la meilleure équipe NBA. Et maintenant, la question, ça va être de se projeter sur les playoffs. On n'y est pas encore, mais pour l'instant, c'est la meilleure équipe NBA. Kevin, tu nous dis en préparant l'émission, toi, que la manière de jouer de ces Suns, c'était la manière dont tu voyais le basketball. Ouais, pour moi, c'est la façon parfaite de jouer au basket, en fait. Ils cherchent l'intérieur, ils cherchent tous les espaces. C'est un peu comme les Warriors. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes qui jouent vraiment, vraiment bien au basket, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas étonné qu'un mec comme Biyombo est capable de retrouver, tu vois, un deuxième souffle, tu vois. Je suis pas étonné parce qu'en fait, il joue vraiment, vraiment bien, en fait. Et les gens, ils se rendent pas compte. C'est pour ça que je sais pas pourquoi en fait. Il faut qu'il fasse quoi en fait pour que les gens commencent vraiment Faut qu'il gagne. à comprendre en fait qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois. Même la phrase que tu viens de dire, on est impressionné par les anciens finalistes. Ouais, c'est clair. Les anciens finalistes. Mais quand même, ça restait une surprise la saison dernière malgré tout. Mais il n'empêche que c'était pas qu'une surprise. Ils ont construit quelque chose sur laquelle ils arrivent à capitaliser cette année. Et tu vois, quand DeAndre Ayton dit en plus, notre équipe cette année est encore plus forte que celle de l'an passé. On est la définition même d'une équipe avec une cohésion très forte entre nous. Moi, je crois et c'est en ça que j'ai envie de tirer un énorme coup de chapeau aux Suns et surtout à Monty Williams, c'est que tu aurais pu l'année dernière te dire, bon, on est en finale et vite retomber. En fait, ils ont dit, oh là, tout de suite, derrière Ayton, il nous faut des rotations. Ils sont allés chercher Biyombo, ils sont allés chercher notamment Javal McGee qui fait vraiment la maille. Et puis j'ai l'impression que Chris Paul, moi, ces 2 ballons perdus là sur ces 2 balles de match vendangées pendant les finales NBA, mais je pense qu'il est encore là, il est encore revanchard. Devin Booker, il s'est dit, en étant en finale NBA, c'est surtout pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Je suis l'un des meilleurs arrières de la ligue et dans sa manière de jouer, ça se voit. On a ses stats sur la série de 11 victoires, plus de 30 points, quasiment 6 rebonds, 4 passes, des pourcentages de très haut niveau. Cette équipe-là, en fait, j'ai l'impression que la finale NBA, ça a été un tremplin, Tom. Ouais, moi je pense qu'il a raison en disant, DeAndre Ayton, en disant que c'est une meilleure équipe que l'année dernière. Parce que tous les joueurs
qui étaient plutôt jeunes ont progressé parce qu'ils ont pris de l'expérience et parce que tu as une année de plus. Un run de playoff comme ça, eh ben, ça bonifie forcément des joueurs. On peut penser à Cam Johnson, ce genre de choses. Tu gagnes absolument du temps. Tu te renforces aussi dans la quantité par rapport aux grands. Tu l'as dit, ils avaient besoin d'un deuxième grand après la blessure de Dario Saric en finale. Ils sont allés chercher un vrai grand qui a de l'expérience en Javel Magui. Bon, Biombo, on peut aussi en parler. Mais tu vas aussi chercher Landry Shamet à la place de Javon Carter, qui était le troisième meneur l'année dernière. Tu as aussi Efrid Payton, qui est dans l'effectif. Pendant que Cameron Payne est soit pas bon, soit blessé, et ben Efrid Payton, il taffe. Et c'est tout à fait le genre de profil qui peut marcher dans ce genre d'effectif parce qu'ils sont bien coachés. L'académie de jeu est top niveau. Et la dernière chose, pour revenir à Devin Booker, c'est que si Devin Booker, ton meilleur joueur, lui aussi progresse, quand on dit progresse, c'est dans la manière de dominer les matchs, de clore les matchs dans les fins de match, justement dans les money time, c'est là qu'on l'attend, et dans la régularité. Voilà, Devin Booker aujourd'hui c'est une superstar. Il n'y a aucun doute là-dessus, au-delà du fait de sortir avec Kendall. Dans le jeu, dans ce qu'il démontre, dans le leadership, c'est une superstar. J'aime bien que tu me calmes quand même la petite private life. On aime bien chez les grands, on peut parler de Jalen Smith aussi, hein, le jeune qui met en développement. T'as vu le nombre de gens le nombre de tontons qu'ils ont cette année par rapport, alors que l'année dernière, le pauvre Eaton devait jouer 52 minutes alors qu'un match n'en dure que 48. C'était compliqué. Et tu vois, Efrid Payton par exemple. Efrid Payton l'année dernière, tu es titulaire aux Knicks, dans une bonne saison des Knicks. Tu te retrouves troisième meneur derrière Cameron Payne. Il joue, parfois Cameron Payne ne joue pas, là il jouait pas contre le Nets, Efrid Payton joue, il est bon. Et avant l'émission, Kevin nous disait un truc, c'est que ça c'est vraiment, il me casse les couilles le fil derrière, c'est que c'est ce genre d'équipe avec ce genre d'académie et ce genre de coaching où en fait tu peux réinventer plein de monde. Ouais. Tu peux te relancer. Tu peux donner une chance à tout le monde en fait, à partir du moment que tu arrives avec, je pense, le mindset de l'équipe. Tu vois, on parlait, bon je sais qu'on arrive sur Jokic ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que cette équipe, c'est tout le monde a un peu de Jokic, genre en mode, tout le monde, c'est unselfish, il y a personne qui veut... Tu vas briller forcément, on sait qu'il y a une hiérarchie, on sait qu'il y a des joueurs qui vont briller plus que d'autres, mais tout le monde fait son taf, tu vois. Le Kame, je l'ai vu moi à Miami, son année de draft. Son année de draft, tu vois, il me faisait penser beaucoup à Otto Porter, tu vois, quand je l'ai vu au tout début. Avec un peu plus de confiance, Otto, quand il est vraiment arrivé, il avait aucune confiance en lui, tu vois, il était... Le troisième choix de draft. Hein, ouais, il était troisième choix de draft, tu vois. Et lui, quand je l'ai vu arriver un peu, c'est un peu ça. Et je suis content aujourd'hui de le voir briller, tu vois. Et c'est marrant, j'ai l'impression à chaque fois de rencontrer l'été, d'être toujours au bon endroit où je rencontre les mecs. Tu vois, je suis à New York l'année de Donovan Mitchell. Après, je suis sûr que si tu prends un bungalow à la Bourgoule, tu risques pas de rencontrer des futurs mecs de NBA. Tu vois, mais là, j'étais juste à Miami, tu vois, je faisais en plus, moi, à ce moment-là, tu vois, c'était après Barcelone et mes genoux, tout ça, c'était. Donc, du coup, j'ai joué, mais. C'est un bon joueur. À l'époque, j'ai trouvé que c'était un bon joueur. Tu vois, c'est vrai que, bon, au fur et à mesure, il est en train de prendre sa place. Mais ça me fait plaisir de voir un truc comme ça, même pour Javal. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est un bon joueur. Ça fait longtemps c'est un très bon joueur, champion olympique hein, avec Team USA. Il y a quelque chose qui ne trompe pas dans les bonnes équipes de basket, c'est que quand ça joue bien, tu fais venir des mecs, à l'image de Biombo ou d'autres, et les mecs tout de suite se greffent à ce projet-là. Et ça, quelque part... Je peux pas m'empêcher de penser à Chris Paul qui fait des stats incroyables en ce moment. Le ratio passe décisif, ballon perdu sur les derniers matchs, sur la dernière quinzaine, 3 semaines. On sait qu'il est coutumier du fait, mais regardez, Chris Paul, donc en mode point god activé, sur les 3 derniers matchs, 47 passes décisives, 3 balles perdues. Mais tu peux jouer les yeux fermés avec ce mec-là. Ouais. Non, mais ça, c'est des stats all-time, ça. Ouais. Hein. C'est pas normal, en fait, de perdre aussi peu la balle en ayant autant la balle. Les meneurs de jeu, aujourd'hui on s'est même habitué à ce que les gens perdent des balles. Tu vois, Westbrook, James Harden, t'as raison de dire même ça. Jokic, tu vois, on voit 3,5, 4, voire 5 pertes de balles. Bon, ça passe, si à côté t'es à 10 passes et que t'es à 30 points. Sauf que là, c'est tout l'inverse. Le but de Chris Paul, c'est de jamais perdre la balle, de toujours mettre la balle au bon endroit, au beau gars, qu'il soit chaud ou ouvert, et je dis que le but à n'importe qui, ça serait de jamais perdre la balle. Mais oui. Ça serait vraiment la mentalité que tu vois, tout le monde devrait avoir. Ça fait du jeu de dribbler sur son Westbrook pense pas pareil, tu vois, mais ça serait vraiment la mentalité, tu vois, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, on donne pas aussi assez de crédit au staff, Suns, les JM, au front office. Un mec comme Biombo, t'as Biombo, et à ce moment-là, t'as aussi des Marcus sur le marché. C'est vrai. Tu peux aller vers un des Marcus. Mais là où beaucoup d'équipes, eux, cherchent une star, cherchent un nom, genre, ça, c'est efficace. Tu rajoutes le mec, tu sais que tu as besoin d'un autre big. Ton big, tu as besoin d'un big, tu rajoutes. Tu sais que lui, il va le rebond, il va faire son taf, et c'est vraiment un mec de mission. Et tu le prends et tu le mets là, et je trouve que c'est parfait, en fait. Ouais. Ça rentre parfaitement dans le puzzle, et on voit ce que ça donne. Et même, je suis grave content pour Bismack. Ah oui, de toute façon, on se souvient quand même de son passage aux Raptors où, en l'absence de Valanciunas, il avait fait un run de playoff incroyable. Après, ça a été un petit peu plus compliqué de confirmer chez les Hornets, mais on sait que dans le profil soldat, je te mets sur le terrain, cercle à cercle, tu vas prendre du rebond.
c'est plutôt parfait. Il fait partie chez Pivot. Ouais. Si tu le mets à côté d'un bon meneur de jeu, il fera quoi Bien qu'il arrive sûr. des stats. Et moi, ça Et- m'empêchera jamais de penser à Rudy Gobert. Si un jour il avait joué avec un joueur comme Chris Paul, ses stats auraient explosé au point rapidement. On peut penser par exemple aussi à Capella, qui est un super joueur. Mais quand tu joues avec James Harden, époque Houston, ou avec Trae Young, quoi qu'il arrive naturellement, tes stats augmentent. Bien sûr. Et je suis totalement d'accord. Il a eu Ricky aussi. Hein. Ricky, Oui, c'est vrai. Ricky Rubio qui joue bien. Ouais. Mais oui, en tout cas, je suis totalement d'accord qu'un vrai. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec un bon meneur qui est John. Et ça change, en fait. Ça change tout. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec. Sans attaquer personne. Raman Session. Qui lui était plus. Sans attaquer C'est personne, bon, mais on lâche Non, un petit blast quand même. Non, mais j'ai dû lui mettre parfois, tu vois, plusieurs fois, on a dû se prendre la tête, ou Sean Livingston. J'ai dû me prendre la tête avec eux des fois parce que je disais, écoute, quand tu rentres, gros, regarde en bas. Regarde ma raquette. Tu vas voir, il y a un mec là. C'est moi. Tu vois, j'étais obligé de leur dire parce que les mecs, ils jouent beaucoup, tu vois, et tu vois la différence, tu vois. J'ai joué avec Jeff Teague. Qui est un bon meneur. C'est un bon meneur, Titulaire. mais Jeff, c'était vraiment mon gars, donc du coup, il me cherchait beaucoup, tu vois. Mais sinon, c'est pas leur problème, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, et c'est souvent marrant. Après parfois, je pense que certains d'entre eux sont mis dans cette case. Parce qu'ils ont, par rapport à leur taille, par rapport, voilà, le truc, et du coup, ils grandissent alors que peut-être que beaucoup d'entre eux, ça devrait être des deux. Tu vois. Je pense que c'est pas des vrais. C'est comme Rodrigue. Le fameux Rodrigue, combo. un vrai poste de deux. Bobois, pendant un moment, on l'a toujours cantonné à le mettre en poste de meneur, et alors qu'il a jamais été à l'aise, en fait, dans cette position. Et En espoir, il joue meneur à Cholet. Hein. oui, il a toujours joué meneur. Et en fait, il a toujours performé Ouais, à côté c'est d'un ça. meneur de jeu. Tu vois, c'est Dans ça. sa vie. Tu vois, donc, mais il en toujours, alors que Mais c'est un maintenant, deux, ça a raison. maintenant il se Bah oui. retrouve, c'est un 2 en fait. Bien C'est sûr. il est très fort en C'est un ce des qu'il fait, meilleurs tu vois. de Euroleague. Pour revenir au Suns, tu parlais du staff. Évidemment, on peut pas s'empêcher de parler de Monty Williams, qui est en véritable osmose avec ses joueurs. La preuve. Like, as you guys say, real talk, like, I make a ton of mistakes in game, out of game. Like, these guys cover me a ton, okay? You guys cover me a ton, and I don't take it for granted. I know what it's like in this league. I've been here for a long time, okay? When you have a good group, you relish it. We got a good group. We got a special opportunity, okay? From the bottom of my heart, I thank you guys for being who you are. Everybody back there, like all you guys contribute. Yes, sir. And you have been from day one since I got here. So this is like the mission stuff I talked about, right? Our goal is different, but we got a mission. And I'm gonna enjoy it. Like I can sit here and say, oh, it's no big deal. You know what? That would diminish what you guys do every day. That would diminish the blessings that God gives us every day. So you know what? Congratulations to all. Voilà, si on avait des doutes encore sur Ouais. les ambitions des Suns cette année, C'est clair. difficile de pas aimer ce mec-là, quoi. Entre son histoire, les qualités évidentes de coach, il y a énormément d'empathie autour de lui au sein de la NBA, mais bon, même nous, on peut ressentir le kiff ressenti par les joueurs. Et tu parlais d'osmose entre un groupe et un coach depuis qu'il est arrivé. Bah voilà, tout se passe bien. Et on aime bien dire que les stars doivent trouver un coach pour aller très haut. Bah Chris Paul a peut-être trouvé un coach, et surtout Devin Booker a trouvé quelqu'un qui peut l'amener très haut. Et on aime à répéter que Monty Williams avait refusé les Los Angeles Lakers. Ouais, pardon. Voilà, très bien. On enchaîne avec une équipe qui va pas très bien, mais qui va un petit peu mieux quand même. Je vous explique pourquoi. C'est le Jazz d'Utah qui était sur 6 défaites d'affilée en l'absence de notre Rudy Gobert national et qui hier s'est imposé face aux Nuggets avec pas mal d'absents. C'est une victoire qui fait du bien celle-là parce que le Jazz, déjà privé de Rudy Gobert, c'est compliqué. Hier, il n'y avait pas Donovan Mitchell. Joe Ingles s'est pété le genou, out pour la saison. Kevin, comment t'expliques que le Jazz, avec Rudy Gobert, soit une équipe prétendante au final de conférence ou au final NBA et que sans Rudy Gobert, cette équipe... alors hier, il n'y avait pas Mitchell, mais même avec Mitchell, c'est une équipe qui rame énormément. Parce que je pense que lorsque tu as un grand de 2m17 dans une raquette qui veut contrer, qui veut défendre, et qui défend à ce niveau-là, je pense que oui, effectivement, c'est un plus en fait. C'est comme un Chris Paul qui lui va bien voir le jeu, va faire. En fait, c'est un plus, mais à sa façon en fait. Et vous avez déjà joué contre un mec de 2m17 et essayé de mettre un shoot Pas au-dessus derrière, Tu vois, bah, je veux dire, il y en a qui sont grands. J'ai joué avec Artem Pustovo au Barça. J'ai joué avec des mecs. Mais ils cherchent pas à être grands. Beaucoup des grands sont timides, veulent être petits. Beaucoup d'entre eux sont pas fiers d'être grands.
Tu vois, et Rudy, Rudy, il a compris. Il a vraiment compris qu'il était lent, qu'il est grand, et tu vois, il fait bien son taf. Il a l'envie. Je le regardais, en fait, parce que je le voyais donner des conseils à Ismaël Kamagaté. Tu vois, cet été, quand on était à la One Ball et tout, et tu vois, et c'est là que je me rends compte que le mec, il a une mentalité qui est en défense, c'est autre chose, en fait. C'est vraiment au-dessus de ce qu'on pense, en fait. Et tu vois, donc les conseils qu'il donnait, j'étais vraiment surpris. Et je suis fier de lui parce que moi, j'ai vu Rudy arriver encore une fois, 1m93, petites lunettes, avec son petit afro à Cholet. Je l'ai vu, en fait. Et maintenant, quand je le vois comme ça, tu vois, le gars grand, barbu, tout, je kiffe, tu vois, parce que je me dis, putain, quelle évolution. Et quand je vois des conseils et que je vois que c'est pertinent, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Donc je me dis, franchement, je suis content et c'est ça qu'on se rend pas compte. Et sa mindset, je pense que ça change son équipe, ça change toute la dynamique de l'équipe. Parce qu'il faut remplacer. S'il n'est pas là, en fait, ils prennent beaucoup plus de paniers, ils prennent beaucoup plus de choses. Et... Moi, ça me surprend pour une équipe qui vise ce que veut viser le Jazz, que quand tu enlèves Rudy, que finalement, cette équipe-là, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne qui défend et que même si Rudy est le meilleur défenseur actuellement de la Ligue, eh ben, ça veut dire que les mecs autour, ils ne veulent pas défendre, ils franchiront jamais le cap qu'ils rêvent de franchir. Et donc, tu as raison de dire ça sur Rudy. Pour lui, c'est encore une fois, alors qu'il joue même pas, mettre la lumière sur lui en disant, mais regardez, quand il est pas là, c'est quand même terrible. Mais moi, je vois surtout que des mecs autour de lui qui se disent, quand il est là, on n'a même pas besoin de défendre parce qu'il est tellement, tellement fort qu'il va tout gêner. Il rattrape beaucoup d'erreurs. Ça, dans le mindset du Jazz, c'est une catastrophe. Il rattrape beaucoup d'erreurs parce que du coup, c'est vrai que tu as tendance, tu sais que tu peux défendre, tu peux contenir un peu. À la fin, tu te fais battre, tu sais que tu as quand même Rudy derrière toi et ça rassure. Et c'est vrai que à mon avis, tu peux rentrer dans ça et prendre l'habitude de te dire, j'ai Rudy, mais quand Rudy est pas là. Ouais, mais surtout, même en play-off, quand tout se durcit, quand tout est compliqué, quand les équipes en plus coachent pour que Rudy, pour jouer small ball, pour qu'on envoie Rudy au large, à un moment tu peux pas juste dire il y a mon grand derrière. Bref, on a déjà fait des débats autour du Jazz, on aura certainement l'occasion d'en refaire avant la fin de la saison régulière ou pendant les play-offs. Mais en tout cas, voilà, le Jazz se remet un petit peu en route avec cette victoire importante face aux Nuggets, parce que oui, ils sont dans le top 4. Hein, ils ont au moins à minima envie d'avoir l'avantage du terrain. Une autre mauvaise nouvelle, Thomas, pour le Jazz, c'est quand même la blessure de Joe Ingles. Surtout ça l'info. Fin de contrat, terrible. Fin de contrat, fin de saison. Et toi, hier, tu me disais, peut-être fin de carrière. Le problème, c'est qu'il a 34 ans. Ouais. Il a 34 ans, Joe Ingles, et il sortait de son contrat après cette période magnifique. Oh là là, c'est toujours malin de revoir ça. Moi, c'est terrible. Dès que j'ai vu, je me suis croisé. Clairement, ça c'est clairement croisé avec rotule, bref. Non, en fait, on est inquiet pour l'Australien parce que son âge, son style de jeu aussi fait que c'est des mecs qui sont normalement censés durer longtemps, tu sais, à très haut niveau, parce qu'il n'est pas très haut, il est pas très vite, mais dans sa tête, ça va plus vite que tout le monde. Malheureusement, quand tu fais les croisés à cet âge-là, ça ne veut pas dire que c'est fini. Moi, j'ai peur que sa carrière NBA soit finie. Je dis pas qu'il peut pas retourner dans le championnat d'Australie qui est de mieux en mieux, mais j'ai du mal à croire qu'une autre équipe soit capable de lui proposer un jour un nouveau contrat. Donc moi je suis triste et ça me fait penser à une déclaration de Donovan Mitchell. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Il a dit que quand il est arrivé au Jazz, il était rookie, il arrive et il veut jouer. Tu veux faire un contrat avec tous les gars. J'imagine que ça se passe comme ça. Ouais. Il veut jouer contre Joe Ingles et il dit c'est qui ce vieux, vas-y je vais le taper. Et en fait un contre un gros panier de Joe. Il démonte Donovan Mitchell et là il a compris qu'en fait le gars était trop fort, qu'il n'avait pas volé sa place en NBA. J'aime bien de voir ce rapport des jeunes restas américaines face à des mecs internationaux mais qui en fait sont largement au niveau des Américains. Passé par Barcelone aussi, Joe Ingles, on se souvient, et le Maccabi, champion d'Europe avec le Maccabi à Milan. D'ailleurs, ça remonte, ça va vite. Ça remonte très très vite. On enchaîne avec une drôle de nouvelle venue des Lakers, qui donc ont désormais interdit l'accès à la salle à Jerry West et toute sa famille. Ça fait pas très. Ça se passe au Knicks d'habitude. On est plutôt surpris. On est plus classe d'habitude côté Lakers, quoi. Tu vois. C'est quand même très curieux quand même de voir avec tout ce qu'a fait Jerry West. Bien sûr. Pour les Lakers, mais pour la NBA, ce qu'il représente, c'est quand même le logo. C'est le logo. Donc voilà la déclaration de Jerry West. Ce qui me déçoit dans ma carrière, c'est que ma relation avec les Lakers est horrible. Je ne sais toujours pas pourquoi. Au final, je me dis peut-être que j'aurais dû aller jouer ailleurs. Et notre déclat, jouer quelque part où quelqu'un aurait eu au moins apprécié tout ce que j'ai apporté et à quel point j'ai été impliqué. J'ai joué pour mes coéquipiers et les fans.
pas pour une franchise. On rappelle quand même que Jerry West, donc c'est un titre de champion avec les Lakers et Will Chamberlain, et c'est surtout lui qui a été GM et qui est derrière tout le Showtime des Lakers dans les années 80. Magic Johnson, Pat Riley, c'est lui le GM, la tête pensante de tout ça. Il est avec Michael Jordan, il est l'homme le plus influent de l'histoire de la NBA. Il est de tous les bons coups. Maintenant, il est aux Clippers, aux Warriors, Kobe Bryant, c'est lui. aux Lakers, c'est lui. Hein. Shaquille O'Neal aux Lakers, c'est lui. Hein. Donc, c'est entre autres. C'est décevant. Il s'est passé quoi avec la présidence? Il y a eu un clash, il y a eu quelque chose? J'imagine. On n'a pas les infos. On va envoyer un petit message à Brad Turner. Je dis à Jimmy Buss, moi, direct. Excuse-moi, on n'a pas les mêmes réseaux. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même curieux de ce mec-là qui représente, que ce soit pour les Lakers et pour l'NBA, de lui dire, interdire quelqu'un de sale. Pour moi, tu sais, t'es un hooligan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens torse nu, tu crames des fumigènes. Mais bon, quand on voit ce bonhomme derrière, on l'imagine mal quand même craquer des fumigènes. En tout cas, voilà, c'est la triste nouvelle venue des Lakers. On espère que les choses pourront s'arranger et que la famille West pourra revenir voir des matchs des Lakers. Pénardos dans le Bendos. En attendant, dans une dizaine de jours, Thomas, il y a le All-Star Game. Il sera avec Pollux, on vous le répète, on va se régaler. La chance. Et on a eu le roster du Rising Star. Et honnêtement, il y a moyen que ça soit très spectaculaire. Alors, est-ce que tu as suivi le nouveau format ? Je vais t'expliquer, mon Kevin. Alors, plutôt que de faire un Rising Star entre les rookies et les sophomores comme il y a quelques années, ou comme les dernières saisons entre la World Team et Team USA des jeunes en faisant un mix de tout ça, eh bien la NBA a décidé de changer. Donc vendredi soir, il y aura 4 équipes de 7 joueurs qui vont faire une demi-finale et une finale. Pour aller en finale, il faut gagner ta demi-finale en marquant 50 points, et la finale, c'est en 25 points. Sur le format, c'est plutôt cool. Petit tournoi. Donc la sélection de toutes les équipes... C'est par panier ou par point? C'est par point. Okay. C'est normal, quoi. C'est 2 et 3. Okay. Parce que sinon, c'est long. 50, bon courage. Non, donc, les sélections viennent de sortir. Alors, on retrouve des restars, la Melo Ball. On retrouve... tiens, regarde, ça, c'est les rookies. Franz Wagner, Kate Cunningham, Jalen Green, Scotty Barnes, Evan Mobley. Donc, ça, c'est pour les plus importants. Vous voyez la liste en dessous. Jalen Suggs, Ayo des Bulls, David Mitchell. Voilà. Parmi les sophomores qui n'ont pas pu participer, parce que l'année dernière, il n'y avait pas, Anthony Edwards, la Melo Ball, Cole Anthony, Desmond Bale, Tyrese Haliburton, notamment Sadiq Bey, McDaniels, Okoro, Isaiah Stewart, et ainsi de suite. Et ils ont décidé de rajouter 4 autres joueurs de G-League. Donc, le petit Daniels, le petit Hardy, le petit Beauchamp, je vous fais vite sur eux, mais surtout Scoot Anderson. Scoot Anderson, c'est le futur probable numéro 1 de draft. Il est en ballottage en 2023 avec Victor. Donc, c'est la pépite de cette équipe de G-League. Il va participer justement à ce Rising Star Challenge. Franchement, c'est archi excitant. Et puis, rien que pour le format, on va être devant. Tu peux imaginer que ça va vraiment jouer, quoi. C'est cool. Et puis, j'aime le fait, ça fait un moment qu'il parle de vraiment redonner de la crédibilité à la D-League, tu vois. Parce que c'est une ligue, en fait, c'est une ligue de développement qu'ils ont. Et beaucoup le prennent comme une mauvaise ligue. Beaucoup se disent, tu vas en D-League, ça y est. Non, ils t'envoient généralement parce que tu as besoin de jouer. C'est comme être ici et aller jouer avec une équipe de N2 ou faire des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment, tu vois, c'est une ligue de développement. Et je pense que lorsqu'ils ont vu certains joueurs comme la Melo Ball et tout ça commencer à partir dans une direction, et ils se sont dit, il faut qu'on reprenne vite notre truc avant que tout le monde commence à s'éparpiller un peu partout. Mais j'aime beaucoup le format, c'est cool. Là, ça va être de voir les jeunes de G-League qui ont les chicots longs comme ça pour jouer contre les jeunes pousses de NBA. Ça va être bon à voir. Meilleur moyen de se montrer, hein. Ouais, ou de se blesser, mais bon. Oh oui, d'accord. D'accord. Non, mais bref, on a hâte. En tout cas, nous, on vous enverra des petites vidéos avec Polo parce qu'on sera évidemment au bord du terrain. Tu vas voir Scoot Anderson, t'es pas content, Erwan? Je me Pour demander à un mec de 12 ans et demi froisser des joueurs NBA. Je vais me régaler. Et du coup, on s'en régale. J'ai jamais vu jouer en plus, ça va être parfait. C'est rien à voir avec Paul Anderson. Hein. Non. Super l'ambiance à Cleveland. Ça va être. Oh, tu es mauvais. Excuse-moi de ne pas être à Miami à Los Angeles, Kevin. Non, mais c'est comme Joachim l'a dit. Il a dit, j'ai jamais vu personne dire, super, je vais en vacances à Cleveland. Écoute, nous le font. Nous, on y sera. Bon, pour le All-Star Game, on sera donc à Cleveland et on vous fera un petit débrief. Bon, je vois que tu as mis une sale ambiance. C'est le moment parfait pour lancer le débat autour de Nikola Jokic. Allez, on va sur le grand pivot serbe qui nous régale. You know, your predecessors had much more respect. Not today, buddy. Okay, you have some skill.
Eh oui, il a des skills, Nikola Jokic, mais ne serait-il pas le néo de la matrice NBA? C'est un peu la question qu'on a envie de se poser, d'essayer de comprendre comment et pourquoi Nikola Jokic est un joueur unique et incroyablement dominant. Messieurs, Ouais, j'ai envie d'aller d'abord sur votre première impression de ce joueur. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà un espèce de ne jamais avoir vu un mec dominer comme ça, par cette manière-là? Par des moments, Sabonis, mais pas genre dans le même style, mais après Le père, c'est pas. Ouais, le père. Et après non, moi je trouve qu'il est spécial et moi je suis content parce qu'il y a trop de joueurs comme lui qui jusqu'à maintenant la NBA était beaucoup sur les skills. On a vécu un décade quand même où c'était beaucoup si t'es athlétique, si tu fais des choses. Et on mettait moins en valeur en fait le IQ de certains big men, tu vois. Et je suis content de voir quand je vois un gars comme ça, je sais que ça change la donne pour beaucoup. Et c'est ça moi qui me fait kiffer en fait. Et la NBA, ça permet aussi d'ouvrir un autre truc et de montrer encore autre chose. Mais moi je le trouve incroyable, sa façon de jouer, sa façon de lire. C'est un mec qui pourra, pour moi personnellement, si mentalement il est bien, il va toujours dominer. Ça, je te rejoins complètement. Il y a un truc. T'as raison de dire spécial en fait. Il est unique dans son style. Alors unique, on aime bien le comparer à d'autres joueurs, mais moi en tout cas, j'ai peu de souvenirs de voir un gars dominer par son intelligence pure plutôt que par sa qualité physique. Il y en a d'autres qui ont été très bons. On va en citer. Tu vois, par exemple, le premier qui me vient là, Vlade Divac, par exemple. Super joueur de NBA, il n'y a aucun doute, personne ne remet en cause ni sa technique, ni son IQ, ni son impact même. Hein, Mais soit en Europe, il dominait truc, pas autant. mais il ne dominait pas Non, en pas NBA. autant. Moi, ce qui m'impressionne avec Nikola Jokic, c'est que sa manière de jouer lui permet de dominer avec des stats dignes d'un futur Hall of Famer. Et ça, c'était tout à fait inespéré, franchement. Même quand il a commencé à être All-Star et à être bon, on parlait de lui à 20-8-8, tu vois, ou allez, 20, 10 et 6, par exemple. Jamais j'aurais imaginé qu'il soit capable d'avoir le coffre pour être dominant tous les matchs et tout au long d'un match. Je pensais que les athlètes NBA allaient au bout d'un moment lui rentrer dedans et il n'allait pas pouvoir s'exprimer. Non, lui, il a continué à progresser tranquillement. Il est devenu un tout petit peu plus fit et puis voilà, il a surtout réussi à prouver à une franchise qu'on pouvait construire autour de lui et ça, c'est un exploit. Tu avais une théorie, Kevin, quand on préparait cette émission-là, c'était que Nikola Jokic a joué très tôt au basket et que quelque part, ce vécu-là de jeune joueur en Europe notamment, ben, ça lui permet aujourd'hui d'avoir une lecture, de sentir le jeu comme d'autres pivots américains ne le sentent pas. C'est ça, et ça lui donne une avance. Tu vois, et je prends mon exemple simple, c'est aujourd'hui, tu vois, genre, après mon passage à Barça, que je commence à me rendre compte à quel point je maîtrise certaines choses, ou je suis vraiment capable de voir certaines choses que je ne pouvais pas voir avant, en fait. Et lui, il a eu ça avant tout le monde, en fait. Tu vois, il est arrivé, il avait déjà ça, donc lui, il peut juste travailler sur autre chose. Tu vois, et comme je te disais, c'est un mec, pour moi, il est juste conscient, il a les yeux ouverts, il joue des faiblesses des autres. Moi, il m'a mis un move, parce que oui, j'étais trop vers le milieu, en fait. Il m'a mis un move ligne de fond super simple, hein, rien. Hein. Le coude dans le dos, passer 2 points, en fait. Et c'est là que tu te rends compte à quel point les mecs sont forts. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin. Pour moi, lorsque tu manques de skills, bien sûr que tu vas compenser par le physique. Et bien sûr que tu as besoin d'être in shape. Si t'as pas de skills, tu as besoin d'être in shape. Tu as besoin de donner plus. Mais quand tu contrôles ce que tu fais, t'as pas forcément besoin de... Sur plein de moves, on le voit, il reçoit la balle, il lance ou il passe, les trucs. Ça a l'air simple. C'est simple en fait. Ça a l'air, tu vois, mais pour lui en tout cas, il n'a pas besoin de... Il me fait Ante Tomic. Toi, quand j'étais à Barcelone, je comprenais pas, je me disais, mais le mec il joue, il a une seule vitesse. Il a toujours Il a une seule vitesse, tu vois, mais il s'en sort plutôt bien, tu vois. Ah oui. Et Là, Badalone, il fait encore un chantier. Hein. tu vois, et c'est ça en fait. Et c'est comprendre que quand tu arrives à un moment où tu contrôles, tout se ralentit. Tu vois, c'est quand tu contrôles pas, tu as l'impression dans une voiture et tu vas à 180 km/h tout le temps. Tout va trop vite. Même la vie, dans la vie, quand au début tu es entrepreneur, tout ce que tu fais, tout va beaucoup trop vite. Tu suis pas tout. C'est pour ça que tu fais des erreurs, tu fais des choses, tu n'es pas capable d'avancer, mais au bout d'un certain moment, t'apprends.
Et ça devient, tu vois, tout se ralentit. Et c'est pareil, en fait. Pour ce gars-là, pour moi, le basket, il doit être en deux tensions. J'aimerais être dans sa tête une journée pour voir comment le basket va aller, oh, toi, oh. Lui, il est là, il passe, il fait des trucs. Tu vois, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vrai qu'on a cette impression avec cette NBA d'athlètes, hein, je le disais dans l'édito, où tout va à 200 à l'heure, on est surpris par la vitesse des mecs de plus en plus quand on voit des Jamorant qui vont à 200 à l'heure, qui ont la tête au cercle. Et lui, c'est l'antithèse de ça. Mais on a l'impression que toutes les réponses qu'il apporte, elles sont tout le temps liées au basket. On a vu tout à l'heure la stat, c'est l'un des rares pivots à avoir été à plus de 6 passes de moyenne sur une saison, mais que ça soit par la passe, par le rebond, par la lecture, par le scoring, il apporte toujours une réponse basket. Il va jamais répondre en allant chercher un rebond au-dessus du carré blanc. Non, tu vois. Il va répondre par de la technique, et cette stat, elle est passionnante par la passe, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à Nikola Jokic. Il a toutes les qualités d'un basketteur, mais c'est vrai que quand je parlais de Hall of Fame, parce qu'il ira Hall of Fame, il est MVP en titre, donc il n'y aura pas de souci, mais même s'il n'avait pas été MVP, je pense qu'il irait quand même au Hall of Fame parce qu'il est tout à fait unique en son genre. Et cette stat de la passe, donc dans l'histoire de la NBA, donc ça commence quand même il y a bientôt 100 ans, il n'y a que Will Chamberlain qui a fait 2 saisons à plus de 6 passes. Jokic est en train de faire sa 5e passe, incroyable, mais Domantas Sabonis en 2020-2021 est à plus de 6 passes. Ils ne sont que 3 dans l'histoire. Je suis même allé voir un peu plus loin. Des pivots qui sont à 5 passes ou plus en carrière sur une saison, il n'y en a que 13 qui ont réussi à cet exploit-là. Donc on parle de Divac, tu vois, ce type de super joueur. Donc Jokic, c'est un joueur vraiment, mais tout à fait unique, qui domine par la passe. On en a vu quand même des joueurs comme ça. Mais c'est des meneurs de jeu. Ouais. John Stockton, je sais pas, Mark Jackson, à son époque, on peut en sortir. Magic. Ouais, Magic, grave Magic. Mais un pivot qui domine par la passe, pour moi, c'est du jamais. On est totalement d'accord. Après, si je peux, juste une petite parenthèse. Il y a un mec que je vois jouer ces derniers temps, et je trouve qu'il se rapproche beaucoup de Jokic. Je sais pas, il joue à Houston. C'est le Turc. Sengun. Ah. Mais on est sur des volumes ça pue le basket, hein. Ça pue le basket. Hein. Mais une fois de plus, comme dit Thomas, Divac puait le basket. Ouais. Mais la domination, voilà, mais c'était du 12-6, tu vois, 5, tu vois. Là, on te parle de mecs qui font des chiffres pour être MVP. Tu vois. Et je suis totalement d'accord. Sur ça, chez Sengun, dans le sens où la première saison de Jokic, il a 9 points. Hein. Ça monte, mais ça s'inspire. Et tu vois, c'est ce que je te disais lorsque ça va ouvrir des portes à des nouveaux types de joueurs. Un gars comme Sengun, peut-être que. Ça, c'est vrai. Et à un certain moment, il n'aurait pas eu sa chance en NBA parce qu'il n'est pas assez athlétique. On va dire, t'es pas assez grand, t'es pas assez si. Mais le fait maintenant de voir des gars comme Jokic, ça ouvre l'esprit. Tu dis, mais. Pour aller dans ton sens, on peut faire un peu le rapprochement avec Dirk Nowitzki. En fait, s'il n'y avait pas eu de Dirk Nowitzki, les Américains n'auraient pas eu. Voilà, on n'aurait pas eu le. On aurait pu s'en priver. On n'aurait pas eu le fantasme du poste 5 européen qui domine. Mehmet Okur, il est All-Star. Bargnani est numéro 1 de draft grâce à Dirk Nowitzki. Donc après, on cherche toujours des grands qui peuvent tirer. Jokic, il peut ouvrir la porte pour une nouvelle vague de joueurs, et t'as raison, Sengun, il en fait partie, de pivots qui font autre chose. Mais on peut penser à Bam Adebayo. Tu vois, aussi, alors qui n'est pas américain et qui est un athlète, mais à qui on va laisser beaucoup plus gérer le tempo, alors que c'est un pivot naturel. J'aimerais qu'on revienne sur la saison des Nuggets, parce qu'on s'en rend pas assez compte, et on en a peut-être pas assez parlé nous, cette année, c'est qu'il y a eu énormément de blessés. On va avoir un tableau, la saison des Nuggets. Il y avait tout pour que ça soit un crash, pour que ces mecs-là galèrent à peut-être essayer d'avoir un play-in. Or, finalement, avec un Nikola Jokic monstrueux, là on voit donc de Murray, 51 matchs ratés évidemment et toute la saison off, Michael Porter Jr. 42 matchs ratés, Kanchar 37, et ensuite c'est PJ Dozier qui a été tradé depuis chez les Celtics avec 33 matchs ratés. C'est une hécatombe cette année les Nuggets, et pourtant 6e de la conférence Ouest, qui est quand même très disputée, 28 victoires, 23 défaites, et tout ça. On va pas. Il y a Mike Malone évidemment, mais tout ça, on a l'impression que c'est grâce à ce mec-là. Et on va aller maintenant sur le style de jeu des Nuggets, où moi, je suis surpris par cette espèce de spacing et cette espèce de discipline du spacing autour de Nikola Jokic. Je ne sais pas si c'est de la. Oui, il y a de la discipline forcément. De toute façon, quand tu exécutes autant des formes de jeu, aussi bien des formes de jeu, forcément il y a la discipline, mais il y a le système qui permet à Jokic et aux joueurs d'être bons, mais il y a le simple fait que Jokic soit sur le terrain. Et ça, c'est un truc qui est difficilement quantifiable. C'est-à-dire que quand tu regardes un match de Jokic, tu n'as pas besoin d'être un esthète du basket. Bon, nous, on est vraiment des ayatollahs et on a joué au basket, donc on voit la différence avec les autres joueurs, mais en fait, tu ne vois que lui. Et ça, c'est quand même un truc qui le rend encore une fois unique et spécial, c'est que, je parlais de la passe, la manière qu'il a d'avoir la balle
parfois sur du dribble en gardant la balle longtemps, parfois juste en touchant comme ça, une fois, 2 fois, 3, 4 fois, 5 fois sur une action, ça le rend encore une fois unique. Alors, est-ce que c'est Mike Malone qui a été très intelligent en mettant un système qui permette à Jokic de faire ça, ou est-ce que c'est le talent pur de Jokic qui permet à Mike Malone de réfléchir à aller dans ce sens-là? C'est sûrement un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Comme toujours. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Et, bah oui, c'est vrai que oui, tu vois que lui. Maintenant, moi, quand je vois un mec comme ça dans cette équipe, quand tu dis, moi, tant qu'il est dans cette équipe, c'est comme avoir un Cristiano Ronaldo dans ton équipe. Hein. C'est comme avoir un Messi. Tu vois, pour moi, c'est ça en fait. C'est quand t'as un mec comme ça dans ton équipe, il est exceptionnel. C'est fou. J'aurais jamais. Tu vois, je suis vraiment le type. Joel Embiid, c'est le type de big qu'on a toujours connu en NBA. On a connu, ouais, tu vois, dur, que tu veux dominer, voilà, méchant, tu vois. Mais lui, en plus, Lui, il est type pas de- méchant. Enfin, il l'est. les favoris. les frères, tu vois, mais sa façon d'être, en plus, la personne qu'il est. Je parlais avec un scout de Denver, mais les gars me disent, dès que la saison est finie, il prend son jet, il rentre chez lui en Serbie et il reste dans sa ferme pendant 3-4 mois. Ça, c'est sûr qu'il y a un côté, il y a un côté anti-star. Pour revenir sur le jeu, quand on regarde les formes de jeu qu'on voit autour, il y a énormément de mouvements sans ballon. Il y a souvent cette forme très simple au basket qu'on apprend très jeune, c'est ce système flex qui t'offre des lectures un petit peu à droite à gauche, et on voit. Tu vois, sur le spacing, donc, où par contre le flex, vaut mieux que quand tu joues en NBA aujourd'hui, vaut mieux que tout le monde soit très très large. Et on voit qu'en fait, j'aimerais qu'on aille là-dessus, et c'est là pour moi où je veux insister vraiment, c'est que il a un QI hors norme, c'est comme il tue les aides. Moi, c'est qu'à un moment donné, tu viens pas aider, un contre un, il va marquer, il est trop fort. Je dirais même, Erwan, c'est pas les aides qui tuent, il tue les pré-aides. Voilà, c'est les ça. pré-rotations. Parce que Tu peux en parler. C'est en NBA, dans le sport de très haut niveau, et en Europe encore plus, tu sais que si le ballon est à l'opposé, il y a donc l'aide, donc le gars qui est en défenseur presque, enfin indirect sur le premier défenseur qui a pas la balle, premier attaquant qui a pas la balle, mais t'as le gars à l'opposé qui sait qu'il doit faire un pas à ce moment-là. Il doit faire un pas et et sort, Jokic, surtout. et Erwan a raison, c'est sur une passe, un coup d'œil, voire même pas un coup d'œil, à la pelée, toucher, des fois. non mais même sans avoir vu la tête comme ça, il sait que le gars là-bas, il est dans sa pré-rotation, bam, il envoie. Et je me demande même s'il les voit pas avant même que il ait la balle en fait. Il a déjà une idée du terrain, comment il est avant de recevoir la balle, tu vois. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un d'autre a la balle, il lit déjà en fait. Tu vois, il connaît le système après, il connaît ses systèmes, ça c'est sûr. Il connaît ses trucs. Donc derrière ça, je me dis ça va encore plus loin. Parce que honnêtement, il y a des fois, je vois quelque chose et je me dis c'est là. Et il a trouvé encore quelque chose d'autre encore plus efficace. Je me dis, mais c'est incroyable, tu vois. Mais tu vois, quand t'es en défense, Tu vois, c'est en incroyable. défense, t'es souvent un peu gourmand, tu mets un pas, tu dis allez vas-y comme ça je suis un peu en avance. Mais en fait, lui, si tu donnes un pas trop, il va sanctionner là. Ouais. Si tu donnes un pas de moins, en fait il va sanctionner là-bas. Et en ça, et puis il y a ce timing parfois de passe, cette action notamment, je sais pas si on l'a sur l'action avec Michael Porter Jr. Et ça pour moi, tu le disais, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. Complètement. Il va trouver un espèce de passe et va avec Michael Porter Jr. Et Michael Porter Jr. est dans la coupe, et là, je sais plus qui c'est le défenseur, il le regarde. Il met le dribble. Voilà, regarde, voilà, c'est ça. Ça regarde cette action, tout simplement. Mais Et regarde le timing, comme il va pas lui mettre tout de suite à la passe à Michael Porter Jr. Il va attendre que l'autre fasse. Tu viens pas, je vais shooter. Voilà. Là, il passe. Regarde Robert Williams. Il lui donne. Là, il je fixe. recule, tu viens, Bob là, je la Voilà. Ça a l'air tout con, mais ça c'est exceptionnel. C'est hein. exceptionnel. Mais ça, tu peux t'entraîner toute ta vie, tu peux regarder toutes peux tes pas. vidéos YouTube, te lever le matin ou courir, tout ce que tu veux. Ça, si à un moment donné tu le sens pas. Et c'est ce qui le rend pour moi exceptionnel, c'est ce côté. Ah ben tu viens pas, je vais shooter. Ah ben tu viens, je te la mets. Hop, allez, tiens marron. moi, pour moi, il est au niveau de 4 autres mecs. Alors, vous me direz dans le chat, dans les commentaires, si vous en voyez d'autres, et vous aussi. Hein. Pour moi, il y a que Chris Paul, LeBron. J'en avais un dernier, mais il va me revenir. Je sais plus qui c'est. Bref, qui sont capables. Donc si tu Et Lucas, Rajon Rondo. Lucas. Et Rajon Rondo. Allez, je mets Lucas aussi. Allez. Mais je pensais à Rajon Rondo. Qui sont capables, en fait, d'enchaîner plein d'actions similaires avec des sorties et des solutions différentes. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que quand tu annonces un système une fois, 2 fois, 3 fois, bon bah peut-être que ta première option elle va marcher la première fois, la deuxième elle va bien être défendue, bon bah il y a sûrement d'autres trucs à faire. Ouais. Et Jokic, c'est là où il devient insoluble pour les défenses, c'est que sur 3 actions qui vont être exactement pareilles, donc le même mouvement d'attaque pour ce truc, et ben il va trouver 3 joueurs différents, donc une fois pour lui, une fois pour Aaron Gordon au alley-oop, une autre fois pour Jamal Murray sur un 3 points, parfois 2 fois pour Jamal Murray, tu vois, parce que le joueur a demandé ça. Et ça, ils sont peu en fait en NBA qui sont capables de répéter les bonnes actions une fois, 2 fois, 3 fois, 25 fois dans un match. Et ça le rend encore une fois unique. Bon, j'ai cité des mecs, mais c'est toujours pareil. À part LeBron, qui est un peu hors norme, c'est que des meneurs de jeu. Il a un meilleur IQ basket que 90% des meneurs de jeu en NBA. Bon, ça, c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ce mec-là,
à partir du moment où il touche la balle sur une attaque, t'as perdu. J'ai vraiment cette sensation. C'est relou alors du coup. Et je suis, non mais tu m'as compris. J'ai l'impression bien que sûr. dès qu'il touche la balle, déjà il n'a pas besoin de la toucher beaucoup parce que des fois sur un simple toucher, il a déjà vu ce qui allait se passer. J'ai l'impression que je suis un peu surpris aussi parfois de les défenses qui veulent pas beaucoup plus le couper. Je trouve qu'on le laisse beaucoup trop avoir la balle et quand on sait ce qu'il en fait, j'ai l'impression que c'est. Parce que tu peux pas le couper du ballon. Dans tous les cas, déjà, pour commencer, il est grave intelligent, donc il va toujours trouver une façon de se démarquer, il trouve toujours une façon d'avoir la balle. Ça le dérange pas. Il peut post-up. Ça le dérange pas de la recevoir. Tu le pousses, même si tu le pousses à 3 points, ça le dérange pas de la recevoir Ouais. ici. Il s'en fout. Ça change rien à sa vie. Et non, mais, tu vois, c'est vrai en plus. Donc à partir de ce moment-là, tout en sachant que il faut avoir un big, ben. Si t'as un big avec le cardio à Joachim et qui peut tout le temps le contester en continu sur 48 minutes tout en sachant même que... ça, j'ai l'impression qu'au final, C'est des choses que tu vois qu'en playoff. Ouais, Ça, ouais, en plus. tu vois, Hein. c'est- en plus, mais même ça, je me souviens. Ouais, mais là, Je me souviens que Portland, la série face à Portland, alors ils n'avaient pas de vrais gros à lui envoyer, mais ils avaient envoyé pas mal de soldats, ils lui lâchaient Ouais. pas. Il avait réussi C'était encore. quand Enes Kanter avait été très bon Ouais, sur la c'est- série. c'est Hein, ça. quand Nurkic avait été blessé. Mais je crois. Bon, alors Enes Kanter, c'est pas défensivement Non, non, qu'il je avait sais, mais gêné, bon, mais il lui il a avait mis des soldats à des postes ouais. un peu bâtards quand tu fais 2-15, des mecs plus petits, plus gaillards que toi, qui lui avaient mis une guerre. Des Et- Barclays, des Ouais, et il avait. des Aminou, et c'était. ça ne le gênait pas plus que ça, tu vois. Après, Ron, il y a un truc, moi, c'est que. Et là, on peut aller sur les zones préférentielles de Jokic. C'est que il y a 2 endroits où il a tout le temps la balle et en fait, du coup, on peut pas défendre sur lui. Il y a la tête de raquette. Alors regarde, ça c'est sa shot chart. Là où il aime tirer et plus c'est bleu, plus il est au-dessus de la moyenne de tous les autres joueurs NBA. Donc on voit qu'à l'intérieur, il est relou et qu'en tête de raquette, son tir extérieur, eh bien, il est très très bon par rapport au reste de la NBA. Et on voit surtout des endroits où il ne tire jamais. On le voit jamais tirer dans le corner. À 3 points. On le voit parfois être sur le post-up, prendre des fadeaways. On le voit parfois, mais finalement, ça très représente rien finalement dans son jeu. Donc lui, il a 2 endroits privilégiés. C'est la tête de raquette. Il est très grand, donc un grand qui fait ça, tu peux pas défendre sur lui. Donc finalement, comment tu défends sur un mec qui est posté comme ça à 3 points? Au bout d'un moment, ça sert à rien de le couper trop. Tu peux pas faire grand-chose, sinon c'est un backdoor. Il est trop intelligent. Donc déjà de ce point de vue-là, ça lui permet de faire des passes sur les mecs qui coupent. Ça lui permet de prendre des pick and roll. On aime bien les grands qui prennent des pick and roll. Et le deuxième endroit, c'est tout le règne de la raquette. C'est comment, par sa position poste bas comme ça, ou sur une ouverture après un pec, il va pouvoir soit aller marquer pour lui, soit faire la passe pour quelqu'un d'autre. Les 2 positions, ils voient le plus le terrain. Quand t'es dans la raquette, et que tu le vois comme ça, tu vois tout le terrain. Et quand t'es en haut, tu vois tout le terrain. Quand t'es dans le corner, tu vois pas tout, parce que tu peux voir là, mais tu vois pas ce qui se passe dans l'autre corner. Donc c'est les 2 positions où... Et il le sait en fait, mais il joue au basket pour être efficace. Il joue pas au basket pour faire le show, ou il s'en fout. Il joue au basket pour être efficace. Tu vois, il joue au basket pour jouer au basket et mettre des points. Et trouver les meilleures façons possibles, tu vois. Mais c'est ce qui le rend... Unique, mais c'est ça le Unique, mot, t'as en fait. raison, c'est unique. Kevin, C'est c'est pas toi qui va nous dire le contraire. La NBA, c'est aussi une ligue où il y a énormément de pick and roll, de plus en plus, et j'aimerais qu'on aille sur cet aspect du jeu parce que Nikola Jokic a quand même la particularité d'être un très fort joueur de pick and roll, fade, Pop, à 3 points, mais il est aussi capable d'en jouer des pick and roll parce qu'on l'a vu, il a beaucoup la balle sur cette tête de raquette et il joue lui aussi des pick and roll avec des plus petits, avec Aaron Gordon notamment, Ou avec Jamal Murray. ou avec Jamal Murray, Ça ouais. marche, ce genre de choses. Et ça, pareil, c'est que voilà, on voit encore là avec Aaron Gordon et puis là pour le coup il crée des problèmes parce que du coup c'est Clint Capella là pour le coup sur l'image qu'on voit qui se retrouve à défendre sur un Jokic qui prend un écran mais Clint Capella c'est un défenseur de pick and roll mais pas sur un mec qui utilise le pick and roll. Bien Si on sûr. commence à voir qu'il peut dans l'écran, Oui, non, mais oui. donc là pour le coup il crée un problème. C'est encore Mais merde. C'est quoi mais en soi, pourquoi? Qui a donné l'idée des postes et des trucs, en fait? Qui a mis cette hiérarchie dans le basket de... Ok, le poste 1, c'est lui qui prend les pick and roll, c'est lui qui fait... Si t'as un poste 5 qui est capable de faire ce qu'un poste 1 fait, tu le fais. Si t'as un poste 1 qui est capable de poster, tu le postes. Tu vois, On en voit des postes 1. Tu vois, c'est ça, en fait, mais- Kyrie, il poste souvent. Hein. pourquoi avoir des cases et des idées sur chaque poste et ce qu'il devrait faire, en fait, tout en sachant que t'as des mecs comme lui qui te montrent, ils jouent mieux les pick and roll que 70% des points de garde dans la NBA. C'est une vérité, en fait. Il voit mieux le jeu, c'est pour ça d'ailleurs que son équipe... Donc c'est mieux que ça soit lui qui est la Bah balle. oui, tu vois, c'est ça, c'est mieux. C'est clair, c'est clair. Tu vois? Et c'est largement, pour moi, je suis pas... Toujours, et c'est comme les bigs, en fait. Quand moi, je suis arrivé dans le chat, j'ai toujours souffert de ça, mais je dis, mais pourquoi les bigs peuvent pas shooter? Pourquoi? Parce qu'un grand est plus grand. Mais en fait, c'est qu'une question d'éducation. Surtout que maintenant qu'on a l'esprit ouvert, t'as des mecs comme Lopez. Victor. Ah, Victor. Victor, tu le Jeune, formes à shooter. Tu
Si Victor, Victor Wembanyama, pour se comparer. voilà, Victor, il vient dans une génération qui est la mienne, peut-être qu'il peut pas shooter à 3 points. Bah, Alexis Aginsa. Tu vois, voilà, tu vois. Était un shoot Peut-être qu'il peut pas shooter. Un shooter, un mec. C'est ça, tu vois. Et peut-être qu'il peut, parce que les. Et finalement, Alexis Aginsa, à la fin, bah, il était plus de 6 à 3 que sur NBA parce que quand il shootait, il savait qu'il avait tout le monde sur le dos. Tu vois. Compliqué de prendre Voilà. un tir et de te Mais tu dire vois. si je le mets pas, je vais me faire massacrer. Et je me dis que ça change, mais tu vois, maintenant, si dès le début, tu prends LeBron, c'est un tout petit peu plus petit que moi, qui joue 3. Tu vois, pas, je veux dire, pourquoi moi, je suis arrivé tout de suite, on m'a mis en 5, donc je suis tombé en 5 et je suis resté 5. Mais si tu arrives à l'INSEP, je sais qu'à une époque, ils cherchaient à prendre des grands, de mettre 7, les mettre en 3, en truc, et du coup, ils essayaient de. Mais pour moi, quand je vois des mecs comme ça, c'est dommage qu'on soit toujours coincé dans des cases. De moins en moins, comme De moins ça a en moins, énormément tu vois. évolué. Moi- Les grands apprennent plus vite C'est ça. à dribbler, à Certes, mais délier. on a aussi après le mauvais virage de ça, c'est qu'on voit des grands passer leur vie au large. Et quand je vois la short chart de Nikola Jokic, je vois quand même que ce mec-là, qui fait 2,15, il est quand même proche du panier, avec des pourcentages très élevés, et que ça a fait lui un MVP de NBA aussi, qui sûr. passe pas sa vie au large. Que le tir extérieur, le tir à 3 points, est une arme en plus. Oui. Qu'il a à sa panoplie monstrueuse en attaque, mais c'est pas son arme première. pas ça. Non, C'est ouais, un mec, c'est vrai. on l'a vu, hein, elle est archi intéressante, hein, la cartographie qu'on a vu des shoots. Mon gars, regarde, in the paint, mon gars. C'est là où tu as le plus de pourcentage, c'est là où tu provoques des fautes, Ouais. et c'est là où tu pèses le plus sur le match. Et t'as totalement raison. À un certain moment, j'ai l'impression que les shoots mid-range, les shoots à l'intérieur de la raquette, c'était des mauvais shoots. On privilégiait, par exemple, combien de fois j'ai vu une situation où les mecs ils perdent d'un point et ils cherchent à mettre un shoot à 3. Tu vois, bah, pourquoi Monaco contre Real Madrid, 2 fois balle de match, Égalité. 2 fois balle de match, égalité. 2 fois, ils prennent un tir à 3 points. Pourquoi Tu vois, bah. Parce que c'est Kerry, les gars, Sacha c'est Obradovic, Kerry. et Sacha Obradovic, il a Mais pété le tu plomb, vois, c'est bah, Kerry. mais c'est pas techniquement, si tu Bah non, réfléchis mais un peu, grave. c'est pas basket. Ça veut pas, c'est pas Volley logique. up, mon gars, hein. Tu vois, si on parle juste de logique, c'est pas logique. Ouais, c'est vrai. Tu peux même aller, une faute, un lancer franc, t'as gagné le match, c'est réglé. En tout cas, c'est plié, tu vois. la belle morale de tout ça, ce qu'on voit avec Chris Paul aussi, on aura l'occasion de reparler des Suns, et quand on va surtout avec Jokic, au bout d'un moment, le basket, souvent on dit faut être grand, faut sauter, faut être costaud. Non, faut sentir et connaître le jeu, il faut jouer juste. Alors oui, il est grand, hein, Jokic, attention, évidemment. sûr, bien Mais sûr. au-delà de ces 2 mètres 15, on voit surtout un mec qui pue le basket et qui arrive à répondre aux plus grands athlètes de la planète par du basket. Et jusqu'à preuve du contraire, on fait pas de l'athlète, on fait du basket. On a fait toute la partie basket, je veux juste qu'on finisse sur 2-3 trucs. Son leadership. Son leadership, déjà, je pense que c'est important, tu vois, on parlait de domination. On a été surpris qu'il soit aussi capable de dominer. Le truc d'après, c'est d'être capable d'amener une équipe, alors au complet, hein, de préférence, Il s'est calmé au là-dessus. titre NBA. Il s'est calmé. Bah, donc- quoi, cette saison? Non, mais je dis qu'il s'est calmé. Ah, mais c'était un péteur de plomb. Attends, mais il y a 2 trucs. Moi, le leadership et péter les plombs, ça n'a rien. On peut dissocier les deux. Hein. Tu peux être un grand leader et péter les plombs. Je trouve qu'il pète moins les plombs. Cette année, il a pété les plombs 5 fois de suite. Je Là. trouve que c'est C'était- plus contrôlé. C'était il y a un mois et demi, Bon, de gros. toute façon, tu veux nous parler de son leadership. Ouais. Tu nous en as parlé hier dans Clutch. Ah bah, ça Au tombe lieu bien, de- au alors. lieu de te répéter, on va lancer la séquence, c'est mieux, comme on gagne du temps. Il sort d'un mois extraordinaire. Il est fantastique et moi, c'est son leadership qui m'impressionne. Et c'est un truc qu'on avait vu parfois en playoff. Vous vous souvenez des jeux de playoff contre Portland notamment, où Ouais. il a ça en lui d'aller au bout de lui-même. Parfois un peu trop, parce qu'il faut savoir calmer par moment, gérer les temps faibles et puis récupérer un peu d'énergie. Lui, il se donne toujours à fond. J'ai la sensation, et c'est ce qui fait les superstars en NBA, c'est qu'il amène tous les gars avec lui, et que quelle que soit la personne à côté de lui, il va être meilleur. Le meilleur exemple, c'est Aaron Gordon, qu'on devrait peut-être voir dans mon JDE. Je vous dis ça. Alors, Gordon dans le JDE, fallait pas y aller. Bref. Mais oui, t'as raison. Sur la manière de parler, Kevin, tu nous dis, c'est important. Mais pour moi, c'est important. Tu peux pas péter un câble, être un leader. Si Martin Luther King avait dit « Je rêve, bordel !» Tout le monde, le message aurait pas été pareil. Mais Emmanuel Macron a dit c'est non, l'autre projet, ça a marché. Tu viens vraiment de faire une comparaison de Martin Luther King et Emmanuel Macron. 2 mecs en charge. Merde, alors. En plus, je suis sur cette émission. Après, je suis là en plus. Intenable. Non, mais en tout cas, c'est vrai que dans ce truc d'amener tout le monde, ça on le dira jamais assez. C'est t'as des mecs qui sont capables de faire des stats, mais Julius Randle. Julius Randle. Wow, ouais. Non, mais à New York, on voit bien que finalement, être un leader, ramener tout le On monde. peut laisser le gratin au gratin et ne pas ramener des vieux types mais comme ça. Apparaît Macron à. Après, faut pas oublier que c'est combien d'Européens que tu vois arriver en NBA et péter des câbles. Combien Parce que l'éducation ici est pas la même. T'arrives et tu grandis vraiment dans un collectif.
Après, On a- lui, c'était un péteur de câble. Hein. Ça en est un. Non, mais- Attends, il s'est battu avec le gars de tout le Même monde. avec la Serbie, Non, il n'a bah pas oui. fait des campagnes Attends, parce qu'il s'est pris la tête Oui, avec le non, coach et tout. oui, mais je parle, C'est je peut-être parle, calmé tu vois, aussi, je parle, peut-être, je parle dans le sens où c'est vrai tu peux péter un câble sur le terrain contre les arbres. Mais moi, je te parle de leur façon de voir les choses, en fait, tout simplement. C'est plus facile. Beaucoup d'Européens, en fait, on mange ensemble. On a une vie, en fait, quand tu es à Barcelone, t'es au Real ou tu es dans des clubs, quel que soit, bah, n'importe quel club, en France, à n'importe quel niveau, on mange ensemble. Le soir, on arrive... Vous partagez, il y a une vie commune. Voilà, il y a une vie, alors qu'en NBA, je sais pas si beaucoup le savent, mais en fait, on arrive et on te dit, tu reçois un texte. Donc j'arrive à Philadelphie, je sais pas moi, Philadelphie, il est 5h de l'après-midi, tu reçois un texte, mon bus à 10h. Et à partir de là, t'es libre. Si tu veux prendre un avion pour repartir de l'autre côté et revenir demain matin, toi que t'es là à 10h, c'est vraiment... Tu vois, donc c'est totalement différent. Je sais que moi, au tout début, mes équipes, les Wizards, on n'avait pas de vie commune. Je voyais jamais les mecs. Tu vois, et après, au bout d'un moment, quand on a commencé à devenir une équipe de playoff, bah, t'as John qui prenait les choses, t'as Néné qui textait, t'as Bradley, tout ça, et du coup, ils organisaient des petits repas entre nous, donc on allait manger, tu vois, je veux dire, on faisait des trucs. Ça vient pas des joueurs, ça vient de personne, quoi. Ben non, c'est aux joueurs, tu vois, c'est aux joueurs, aux leaders de se poser, se dire ça, en fait. Donc, mais la vie est totalement différente, et c'est pour ça que souvent, on se rend pas compte que les joueurs européens rentrent plus facilement. Les Spurs, toute leur équipe, il y avait la moitié, c'est des Européens. Tu vois, quand ils avaient leur équipe qui tournait avec Tony, Gino, c'est deux Européens, tu vois, c'est facile de créer une cohésion. Et ils avaient cette cohésion. Je me rappelle, à chaque fois, Tony, il sortait du match, ben, il me disait, bon, je vais d'abord manger avec l'équipe, en fait. Tu vois, alors que beaucoup d'entre eux, ils sortent, automatiquement, ils disent juste, bon, je vais pas avec le bus et on peut partir, tu montes ma voiture, on y va. Tu vois, Tony, à chaque fois, il restait. Et c'est quelque chose que, pour moi, c'est plus facile, j'ai l'impression, pour des Européens d'être un bon leader. Quand je vois la story qui sort avec Lucas qui dit qu'il aimait pas comment son ancien coach traitait ses coéquipiers, tu vois, c'est un truc d'Européen. Tu vois, je veux dire, les Américains, ils voient les choses autrement. C'est pas forcément la même chose. Et c'est ça que, quand je vois un gars, ça m'étonne pas que ce soit un bon leader, en fait, parce que dès le début, on nous apprend toujours à être ensemble, toujours s'occuper de l'autre. Tu vois, moi, quand j'étais avec Thomas à Barcelone, on essaye à chaque fois de se supporter. Tu vois, s'il y a un problème, il y a un truc où, moi, quand ça allait pas avec Pesic, j'ai passé il y a des moments, il y a des nuits, tu dors pas, tu vois. Mais Thomas, il était là, et heureusement que j'étais avec Thomas, tu vois. Mais c'est des choses alors Ils ont que... bien rendu lui aussi, Barcelone. Hein. Tu vois, peut-être qu'il m'a trop aidé. Tu vois, mais tu vois, mais c'est pour te dire que t'as ça alors qu'il y a des moments aux États-Unis, quand t'as pas... T'es seul. Les mecs, tu vois, quand je vais au Knicks, on se calcule pas. Vraiment, j'essaye, tu vois... Avec Mélo, quand même, t'as les bords des verts. non, mais on se calculait pas. Genre, les gars, ils faisaient pas de trucs où on allait On se apprendre... souvient que Tim Duncan, au début où Tony Parker arrive, il le raconte, ça, Tim Duncan. Pendant un an, il lui parle pas. Ouais. C'est quand même fou de dire que c'est ton meneur titulaire. T'as besoin du meneur, quand même. Ball, mais c'est tout. C'est fou, quand même. Incroyable. Du ball. Et d'ailleurs, je voulais... Non, C'est vrai que juste la balle. c'est donne vrai la que balle. la culture européenne, quand on voit Luka Doncic, quand on voit Nikola Jokic, eh ben on se dit peut-être que quelque part, il y a une nouvelle manière, une philosophie aussi peut-être qui arrive, fil de génération et philosophie. On va voir Milwaukee aussi, tu vois. On va voir Yanis Jokic avec Ouais, Giannis Ah, on peut demander à Axel d'abord. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, s'il y a l'après-match, le truc commun. Parce que c'est vrai que c'est inimaginable, même nous à notre échelle, de dire bon bah l'émission est finie, salut les gars. Bon, frérot, qu'est-ce que tu fais? Nous en N3, après les matchs, on allait au Café Oz et on se faisait refouler à 12. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais on était ensemble. Ah non, les deux ils peuvent rentrer, les autres ils rentrent pas. Non, tout le monde se faisait recal. On va prendre vos commentaires sur Twitter comme chaque semaine pour avoir vos avis toujours intéressants sur le cas Nikola Jokic, pas évidemment pas pour nous dire qu'il est trop fort, mais qu'il nous régale. La Clairement. question, Erwan, c'est apprécie-t-on Jokic À sa juste valeur. C'est important. Allez, prends le tout, tiens. Non, c'est Marius qui nous dit clairement, non, un pivot qui est aussi peu athlétique et qui domine autant, c'est incroyable. Il bat aussi des records à la passe pour les pivots. C'est du jamais vu depuis Wilt. On a clairement affaire à un talent incroyable et unique dans l'histoire du basket. Jokic est unique. Ça rejoint beaucoup de Tout à choses fait. qu'on a dit. Tout à fait. Non encore, nous dit Flo Bulls. Non, il n'est pas assez reconnu, surtout quand on voit les résultats des Nuggets avec aucune deuxième ou troisième vraie option derrière lui. Le leadership qu'il dégage est fou. Il emmène toute l'équipe avec lui malgré les blessures. En plus, il a vraiment progressé en défense. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de défense. Il a progressé. Oui, le gars est MVP en titre et dans la course, dans le top 5 MVP de cette saison. Il est unanimement reconnu comme un pur crack de cette génération. Donc non, pour moi, il est apprécié à sa juste valeur. C'est vrai, alors c'est intéressant de voir après le prisme de cette question. C'est vrai que par ses pairs, il est reconnu, t'es MVP. Mais Les c'est vrai pairs, qu'on a les voulu- coachs, Non. les les coachs, médias, les- enfin les médias.
par les connaisseurs, spécialisés. par les connaisseurs Ouais, de mais après, basket. moi, on voulait Pas dans les cette, fans. on voulait dans Pas cette, les- voilà. on Pas voulait les dans fans, cette question aller de manière un petit peu plus large, parce qu'on sait que les fans, et Andrew Wiggins en a bien profité, que sur la vision des fans aussi, qui était intéressante. C'est pour ça que cette question, elle était très large. Alors après, chacun l'a prise comme il voulait la prendre, mais c'est vrai que les réponses étaient intéressantes. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Jokic fait du bien à la NBA, fait du bien au basketball. Je pense qu'il est l'un des MVP en titre les moins respectés auxquels je puisse penser en termes d'attention. Et puis quand on dit que c'est pas un athlète, c'est quand même un mec qui joue quasiment tous les matchs, qui prend 33 minutes de temps de jeu, qui a quand même maigri aussi à un moment Oui, donné. bien sûr. Ça peut peut-être donner des idées d'ailleurs à Luka Doncic. Et c'est à partir du moment où il a maigri, où son QI qui était déjà très élevé, eh ben, il s'est quand même ajusté. Il s'est devenu le MVP, Ouais, c'est de la bien. ligue. Et comme dernier truc, je voulais dire aussi que sa défense, qui a progressé dans l'intelligence, dans les placements et tout, pour moi, ce sera toujours un gros problème s'il veut être champion NBA un jour, parce que switcher sur Nikola Jokic, moi, je veux bien qu'il puisse être parfois dans les bons timings et ainsi de suite, mais défendre sur des athlètes au contre, dans la dissuasion et tout, c'est un autre métier. Nikola Jokic, pour moi, n'est pas encore capable de le faire. Peut-être que qui sait, il progressera encore. En revanche, ce que je lui reconnais, c'est son supplément d'âme. Et en défense, le supplément d'âme, il est archi important. Donc c'est tout à fait le genre de mec, voilà, comme son genre d'action. Lorsqu'il y aura un point d'écart et que ce sera la dernière action, il est capable de faire le bon stop défensif, le bon pas, le bon L'effort moment, plus, l'effort en plus, le rebond, tu sais. Et ça compte aussi dans la défense. Donc je mettrais une différence entre le Nikola Jokic défenseur et ce qu'il peut être capable de produire dans un énorme money time sur un mec. Et on l'avait vu l'année dernière, il y a quelques années, tu te souviens avec Rudy, c'était quand il y a 2 ans maintenant, Ouais. contre Rudy, où quand il s'était bugne à bugne, il nous avait impressionné au rebond et en défense. Tu veux ajouter quelque chose, Kevin? Non, rien, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu regardais les highlights de Jokic, Il est fort. tu pourrais rester 2 heures à regarder du Jokic. Non, mais moi, tranquille. je te promets, c'est vraiment, honnêtement, c'est éducatif. Et beaucoup de bigs, je vous conseille, à tous les bigs, regardez, arrêtez, honnêtement, sincèrement, arrêtez de regarder des bigs, arrêtez d'être obsédé que par des dingues, en fait. Au bout d'un moment, tu peux faire ça. Je comprenais, tu vois, moi, Néné, il me disait ça tout le temps. À chaque fois, à l'échauffement, je dankais, il me disait... Garde ton énergie, genre fais autre chose, concentre-toi sur les choses que tu peux pas faire, que tu sais pas faire. À l'époque, je disais, arrête, vas-y, laisse-moi tranquille. Et en plus, cette scène, il monte vite en tempérament. Il dit, what you mean you talk to me like this? Et je dis, non, désolé, vas-y. Du coup, sur les 3 prochains, je dunkais moins pour lui faire plaisir. Et après, je reprenais avec des moules. Il fait des dégâts. C'est les anges de fou. Les Wizards. C'était un Kevin Sherfield, Néné, Marc Cortas. Non, mais C'était les anges tu de vois, la réalité, mais dans une prison fédérale. J'ai toujours eu du respect pour mes vétérans, tu vois. Mais à chaque fois, je suis chiant parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc je fais truc. C'est comme une fois, je me prends la tête avec Flo, tu vois. On se prend la tête pour un truc en équipe de France. On se prend la tête, tu vois. Et donc Flo, il m'a vite remis à ma place. Après, au bout d'un moment, quand tu reprends des esprits, je me dis, bon, pas me battre, c'est mes vêtements, tu vois. Donc, mine de rien, sur le moment, ça monte, tu vois. Mais c'est toujours ça, tu vois. Et donc, du coup, au bout d'un moment, arrêtez de vous focus sur les mecs qui commencez à travailler sur les trucs sur lesquels c'est l'essentiel. C'est le basket, en fait, du basket. Tu vois, je veux dire, en vérité, être fort, avoir un IQ basket, c'est important dans le basket, en fait. Et c'est mieux, au bout d'un moment, quand physiquement, t'arrives à tes limites, tu vois. Il faut jouer tant que tu peux, de 20 à 30. Je pense que tu joues beaucoup de temps physique. Et au bout d'un moment, tu vas voir ceux qui vont continuer leur carrière, c'est que ils ont su développer leur jeu et ils ont su arriver à un stade de l'IQ où ils peuvent maintenant se reposer sur ça. T'as Boris, regarde Boris ces dernières saisons. J'allais dire, on finit ce débat en saluant, si on parle de la basket, on va saluer quand même Boris, tout à l'heure on en parle, j'ai du mal, mais t'as Boris, tu vois, qui... Et ceux que physiquement, ça commence à descendre, ta carrière commence à au fur et à mesure descendre en fait. Alors que tu vois, c'est ça que je peux dire, c'est vraiment regarder. Je conseille, tu vois, il y a un jeune que je trouve qui est très très fort. Moi, je suis amoureux de ce jeune, genre dans son jeu, il s'appelle Brad. Il jouait à Limoges l'année dernière, c'est un grand. Ah. Il jouait à Limoges et là, il est à Tours si je me trompe pas. Et sa façon de jouer, de passer la balle, tu vois, je veux dire, je trouve grave fort, tu vois, et je lui disais, inspire-toi de ça, essaye de regarder des trucs, tu vois, j'essaie vraiment de donner des conseils, mais si c'est un conseil que j'ai à donner, regardez, moi je le regarde, honnêtement, quand j'ai rien à faire à la maison, honnêtement, je range, je te promets, je mets Jokic, je mets Embiid, et je nettoie et je regarde, je fais que ça, tu vois, je fais que ça.
Devenez des étudiants du jeu. Voilà les conseils de Kevin Séraphin pour les futurs pivots qui voudraient qu'arracher des cercles et dunker à l'échauffement. Mais en fait, non, il y a d'autres choses à faire. Allez, regardez Jokic et Joel Embiid. Allez, en ce moment, ça se passe bien pour le Cameroun. On parle beaucoup de Joel Embiid. Le Cameroun qui va jouer une demi-finale au moment où on enregistre face à l'Égypte. Mais il y a aussi un autre Camerounais dont on parle peu, qui joue aux Raptors, qui eux aussi vont bien. C'est Pascal Siakam avec les Raptors, évidemment. C'est le focus tout de suite. Les amis, depuis que les Raptors ont perdu Kawhi Leonard et ont gagné ce titre de champion, on a l'impression que cette franchise est redevenue un petit peu une franchise random à laquelle on s'intéresse peut-être pas assez. Mais au final, ils avaient quand même plutôt bien préparé leur coup, les Raptors, pour l'après, avec un contrat notamment à Fred VanVleet, un contrat à Pascal Siakam. Mais aujourd'hui, ces deux hommes pourraient bien être All-Star et surtout, ces deux hommes permettent aux Raptors d'être une franchise plus qu'intéressante à avoir joué. On sait que ça n'a pas été simple avec pas mal de blessés cette année, mais 8e à l'Est, 26 victoires pour 23 défaites. Tom. Ouais, franchement, c'est une équipe qui s'est bien remis. Hein. Ça a été difficile. Je mets de côté l'année dernière du côté de Tampa, le départ de Kyle Lowry. Il faut digérer de toute façon après ce titre venu d'ailleurs, le départ des figures historiques de la franchise. Il faut réussir à se réinventer. Et on sait combien c'est difficile en NBA. Maintenant, il y a un constat, c'est qu'il y a des super joueurs dans cette équipe. Tu as raison de parler de Fred VanVleet, que beaucoup mettent au All-Star Game. On parle d'un mec qui a 21,7 points, donc il a toutes ses chances pour être au All-Star Game. On peut parler de Pascal Siakam, qui est un vrai bon joueur de NBA. Il était dans le 5 du All-Star Game il y a quelques années. L'année dernière, il est redescendu tout bas, et puis là, il revient en odeur de sainteté. On peut penser à Scottie Barnes. C'est une équipe qui joue à pas beaucoup de joueurs. Il a, sur le dernier match, il joue à 7 quemés. 7 mecs, OG Anunoby, VanVleet, Scottie Barnes, Siakam poste 5, Gary Trent Jr. est très bon en ce moment, Chris Boucher et le dernier il va me revenir, je sais plus qui c'est, il va me revenir. Precious et Precious, absolument. Il joue à 7 en ce moment. Ça c'est rare. Hein. C'est toujours bien quand t'es dans les 7. Le problème c'est que dans l'effectif il y a 15 joueurs. Voilà, c'est ça. Quand t'es dans les 7, c'est magnifique. Il y a rien de mieux. De rotation, c'est parfait. 35 minutes par voilà, tu vois. Mais quand t'es pas dans les 7, tu vois. J'ai l'impression que quand on voit des équipes qui tankent le fameux tanking, où t'attends qu'un jour ou l'autre, un premier choix de draft te tombe entre les mains sur un joueur générationnel, j'ai l'impression qu'eux, là-bas, ils bossent pas comme ça. Ils peuvent pas tanker, non, mais je parle pas de tanker, mais quand tu gagnes un titre comme ils l'ont fait avec le départ sur 2 saisons cumulées de Kawhi et de Kyle Lowry, qui sont, tu l'as dit, des figures, tu peux peut-être te dire, on laisse. Mais moi, ils ont toujours ce truc d'invention de joueurs. Oui. VanVleet, Siakam. Bon, maintenant, c'est des joueurs qui risquent qui All-Star et des joueurs qui comptent dans l'NBA. Je pense à Chris Boucher. Leur G-League, tu parles de la G-League tout à l'heure. Leur G-League, c'est vraiment une vraie pouponnière, un vrai centre de formation et des mecs qui ensuite, après, arrivent à avoir des rôles chez les Raptors. Et il y a une manière de fonctionner, je pense, chez les Raptors qu'on voit peu sur d'autres franchises NBA. Et oui. Et même leur JM, ils ont l'un des meilleurs JM. Ils ont l'un des meilleurs JM. Mais c'est qu'une question. La D-League, pour revenir, la G-League, c'est vraiment une question, je pense que c'est une question de communication. Je pense que beaucoup de joueurs le prennent. J'ai déjà vu des joueurs aller en D-League, Amadi Ndiaye qui joue à Pau, où c'est quelqu'un qui vient à côté et qui te dit, bon, tu vas partir, tu vas truc, tu vois. Je veux dire, c'est qu'une question parfois de... Et je pense que les bonnes équipes mettent leurs joueurs en G-League. Ok, tu vas rester là, montre-moi ce que tu fais. Non. Yadmini nous avait dit que son passage en G-League, à l'époque, l'avait énormément aidé. Tu vois, en ce moment, mais moi je pense, parce qu'en fait, tu as besoin de jouer, en fait. Et c'est vrai que quand tu es jeune... Tu regrettes, toi, de pas y être allé ? Non, parce que j'ai eu la chance... C'est ma première année, j'ai pas joué, parce que j'étais en surpoids et je parlais pas anglais. Donc il a été cash, il me l'a dit, tant que tu parleras pas anglais, tu n'auras pas perdu du poids, tu joueras pas. Une fois que j'ai fait ça, il a commencé à me donner un peu de jeu et après il s'est fait virer, donc du coup Flip Sanders s'est fait virer, donc du coup Randy est arrivé, il m'a donné ma chance, j'ai commencé à me taper des 30 minutes. Donc j'ai eu la chance, tu vois, voilà, tu vois, j'ai eu la chance, tu vois, mais il y en a vraiment, ils vont pas en D-League et ils jouent pas, tu vois, c'est ça qui est... Alors que moi, la digue, je la vois pas comme quelque chose de... Je le vois pas comme quelque chose de mal. Pour montrer que tu tapes les autres. Oui, Rudy Gobert est passé par la G-League. Pascal Siakam est passé par la G-League. Et aujourd'hui, donc on peut dire que Pascal Siakam est passé de la G-League au poste de meneur de jeu. Voilà, parce que c'est une nouvelle invention depuis le 25 janvier dernier. Ça dure 2 matchs. Ils étaient en struggle. Ouais, bien sûr. Et on a vu quand même Pascal Siakam, je pense pas qu'il va s'installer sur ce poste-là. Mais le voir, c'était face aux Hornets à domicile. Moi, quand je l'ai vu monter la balle,
Tu sens vraiment le mec qui dépanne, mais il y a pris quand même goût. Il a fait 12 passes d'essai. Incroyable, 12 Il fait un match monstrueux. Il fait 24, 9 rebonds et 12 passes. Victoire face aux Hornets. Et on a vu un Pascal Siakam jouer meneur. C'était une idée de Nick Nurse. Mais lui, en conférence de presse, il était plutôt qu'avec ça. Il disait c'est une autre vision des choses. Faut que je me concentre sur un truc un peu plus global et un peu moins sur le scoring et le rebond. Mais ça lui a plus simplé d'être à la main. Je me souviens qu'à mon arrivée, les gens se moquaient car je disais que je ne voulais pas être un intérieur traditionnel. Bon, là, pour le coup, Pascal, t'es servi, quoi. Ça montre encore que la NBA regorge de joueurs au talent insoupçonné. Ça. Tu serais le meneur, toi? Et puis, il n'y a pas. Mais quand t'es ouvert d'esprit, t'es ouvert d'esprit. Moi, je pense que clairement. Non, je pense clairement, j'aurais pu. Je pense qu'on aurait pu me former en 3. Tu vois? Je pense que. Quand t'étais en NBA. Oui, mais. Il faut avoir meneur, non, parce que faut avoir, j'avais pas le IQ, je vais être honnête, j'avais pas le IQ, déjà je galérais à ma position, je dirais à me développer et à avancer, j'avais pas le temps d'aller jouer meneur. Maintenant sur les playgrounds, on a la oups, je joue meneur, sans problème, y a pas de souci les gars. J'étais dans cette position, tu vois. Aujourd'hui, tu me parles de cette idée-là, je te dirais pas non, tu vois. Si un coach veut me donner, tu vois, me fait confiance, un truc, pourquoi pas. Après, bon, s'il voit que sur 2 positions, tu perds 2 fois la balle, je pense que ça va vite s'arrêter. Mais si c'est pas le cas et que tu peux jouer encore une fois, moi, faut être ouvert d'esprit. Et si tu vois qu'un joueur est capable de faire quelque chose, pas forcément se limiter ou, tu vois, et moi, quand je vois ça, je suis pas choqué. Maintenant, c'est vrai que oui, j'aurais jamais cru le voir lui être meneur, mais faut pas oublier qu'il est grand, c'est un vrai poste 3. Tu vois, moi, je le considère plus comme... Je vois plus 3, tu vois. Après, les 4 modernes... 4 modernes, 3, mais tu vois, je trouve que c'est dans... En tout cas, il a une panoplie très large, il peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, entre ce qu'il propose cette année et ce que Van Vliet fait, les Raptors se disent on a 2 mecs forts, ils sont pour l'instant qualifiés pour le play-in, ils peuvent peut-être même encore monter. Et les Raptors, ils vont suivre Thomas parce qu'ils risquent de bouger sur la trade deadline. Bah oui, ils ont un mec qui dort. Hein. Clairement, c'est Goran Dragic. Goran Dragic qui avait été envoyé contre Kyle Lowry dans le sign and trade, qui se plaît pas du tout à Toronto. Début, ça a été très clair. Donc oui, le jeudi 10 février, sa trade deadline. On peut imaginer Goran Dragic jouer dans une autre franchise et donc avoir ce qu'il récupère en face. En plus, le climat change. Il passe de Miami à Toronto, j'y étais, moins 17. T'as fait le blizzard là? En jean, t'es tout nu. En jean, il faut en mettre 2. J'ai abusé, moi j'ai jamais. Mon fils vit là-bas. Ah non, mais non. Là, moi, honnêtement, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Genre, vraiment, c'est incroyable. Tu vois, je me dis, c'est sûr qu'il sort de Miami, il a sa villa. Lui, il a fait Phoenix, il a fait Houston, Phoenix, Miami. Il a fait que du chaud. Il à Toronto, bon, n'oublie pas qu'il arrive quand même de Slovénie, où là-bas, des fois, ça même ça fait 20 ans. Même s'il t'accueille à l'aéroport avec tous les trucs et que en même temps, t'as un vent de moins 15 qui passe, l'accueil, il est gâché. Il est gâché. Tom, tu aurais un petit coup à toi à faire pour les Raptors? Je sais pas, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi Chris Boucher qu'il va falloir payer. Donc est-ce que lui tu lui donnes du cash? Il y a beaucoup de problèmes. Masai Ujiri est à la tête de tout ça lui aussi. On se souvient, a été prolongé pour beaucoup d'argent, était très demandé. Il y avait même de la friture avec la franchise à un moment donné. Donc je sais pas, c'est difficile à lire. Ce qui est sûr, c'est une bonne équipe de basket. Si tu dois aller chercher quelqu'un, je sais pas. Ils sont plutôt blindés à l'intérieur. Peut-être un autre meneur de jeu. Un autre meneur de jeu, un 6e homme, on a bien vu que c'était compliqué. Après, ils ont des petits meneurs pas mal. Hein. Ouais, mais bon, ils jouent pas. Malachi Flynn a été pas trop mal. Ils jouent pas, les mecs. Le match a eu au face Hornets, il est pas trop mal. Ouais, d'accord, il y a 82 matchs dans la saison. Je sais, mais bon, après, si les mecs, après, tu les mets pas sur le terrain. Donc... De toute façon, j'ai toujours du mal quand on joue à 7, alors qu'on est 14 dans l'équipe. Et qu'après on me parle de changer alors qu'on a 7 autres options derrière en fait. On peut juste déjà piocher dans ce qu'on a, tu vois. T'es bien passé pour savoir que dans le basket, les gens sont volages. On aime bien les voir ailleurs. Voilà. Écoute, justement, en parlant d'aller voir ailleurs, lui passe sa vie à aller voir ailleurs, c'est d'ailleurs un problème. Mais là, pour le coup, il est bien avec nous, c'est Tom Tchalavine. Il y a 2 Z. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et aujourd'hui, un quiz un peu spécial. Évidemment, il y a Kevin Séraphin. Donc je l'ai un peu modifié. Je l'ai même consulté en avance parce qu'on va faire un quiz spécial Kevin Séraphin. Ah bon? Il y a 2 petites parties sur la carrière de Kevin.
Je vais vous poser des questions. J'en ai marre de cette réputation, j'en ai marre. Je lui ai dit comment on peut les avoir un peu. Et par D'accord. contre, le qui suit, je vous serai tous les trois. D'accord, ok, Voilà, ça va. évidemment. On Allez. commence juste. T'avais oublié. Ouais, Vous avez fait un débat Jokic, il y avait une Faut bien petite trouver des devinette. trucs, hein. Les vas-y, gars, vas-y. Erwan, Kevin, petite devinette que nous a donné Thomas ce matin, qui nous a faite. Qui était le backup de Jokic pour ses premiers matchs? Non. De qui était le backup? Nurkic. De qui, ouais? Youssouf Nurkic. Faux. C'est faux. Premier match NBA, Javal Magui. 28 octobre 2015. Ja- Jokic, premier match NBA, il y a un titulaire devant lui. Javal C'est qui? Magui. Faux. Non. Allez. Allez, des pivots. Néné. Non. Non, c'est pas le mec de Cleveland là. Non. Alors, JJ Hickson est JJ Hickson. blessé. Il vient, il revient un peu plus Mozgov. tard. Non. 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 Attends, dis pas. Je savais que ça vous me régaler, ça. Alors, sachez que Jérém l'a eu. What? Et il l'a eu, il l'a eu. C'est-à-dire Il a que- eu JJ Hickson, je lui ai dit non, et après il a eu un deuxième mec. Kenneth Farid, mais bon, on n'est pas là. Ken Farid est Ah, dans, ouais, dans le 5, ouais, il dans était le là. 5, ok. Non, non. Il était là. Bon, bah, du coup, je vais vous donner un indice. Vas-y. C'est un mec qui joue à Kaunas aujourd'hui. Il joue à Kaunas aujourd'hui. Ouais. Geoffrey Levert. Oui, Oui, Geoffrey Levert. le français. Incroyable, hein? Comment il a eu ça, Bah, Gilles il était Bah, il a eu méga. parce que, attends, t'es sérieux? Tu connais Jérém? Non, mais d'accord, bravo. Il a une meilleure culture basket que toi, apparemment. Et toi, tu le Non. tailles comme ça. Allez, vas-y. Non, toi. non, mais je Il va suis bientôt faire agréablement l'édito. surpris. Oh là là. Bon, on c'est commence le quiz spécial Séraphin. Quelques petites questions un peu pêle-mêle. Allez, Ok, vas-y. c'est à la rapidité. Hein. De quelle année est Kevin? 88, 9, 89. 89, ça part là. Hein, c'est bon. Ils ont Quel est- 88 tous les deux au début quand même. Ouais, mais après, il Ah s'est oui, Je repris. savais que t'étais 9, t'inquiète. Quel est son premier club en France? Poitiers. Poitiers, bravo, un Oh, partout. je savais même pas ça. Incroyable. Quelle est sa seule médaille avec les Bleus? Chocolat? Non, pardon. médaille d'argent. Ouais, Médaille d'argent, c'était avec Noah et tout, l'équipe de mutants. Ah là. oui, 2011. 2011. 2011. Bravo. Allez, un partout. Combien a-t-il de sélections avec les Bleus, à peu près, le plus proche? 24. 32. Bah, c'était 46. Ah, quand même, hein? Ah ouais, il a bossé un Tu te peu. fous pas de ma gueule, toi, bravo, hein. Certain, hein. J'aurais dû en avoir plus, je préfère le dire. Ah ouais, ouais, J'aurais dû en j'y peux avoir rien, plus. moi. La faute à qui Allez, réponds pas à ça. Il a entendu. En quelle année est-il drafté? Pas du tout. En 2011. 2007. 2011. 2009. 2007, toi. 2011, Je sais pas, moi. Connard. Je sais pas. 2010. Ah, 2007. 2010, 2007, j'aurais kiffé. En 2007, j'avais que 2 ans de basket. En quelle position? je sais plus. 20. 17. 17, 17, bravo, bravo. Ouah, plus 8 Bravo, points. 17. Ton numéro, hein. Erwan, ça me fait plaisir. Tu m'as recruté pour la first team, mais au moins tu. C'est ton numéro? Hein Ouais. Non. Tu m'as recruté pour la faire si je suis un GM, moi. T'es venu tranquille. Allez, 3 petites questions. Où signe-t-il l'année du lockout en 2011? À Vitoria. Victoria. Quel est son record de points sur un match? 20. Il avait mis un jour 28 points. Non, 26. 24. Ok. Et son numéro de maillot? 13. 13, bravo. On enchaîne avec un j'ai joué avec ou non. Spécial Kevin Séraphin. Allez, Ah, un pas peu mal. vicieux. Jordan Crawford, Oui. Oui, Oui. à Washington. Mac Miller. Non. Mike Miller. Hein. Non, 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 Parce que non. Mac Miller, il a pas fait de feat avec. Hein. Non, d'ailleurs, Non, non, il non. peut plus en faire. Non, non. Non, c'est vrai, c'était non. Faut donner l'équipe si c'est oui, du coup. Caron Butler. Oui, à Oui, à Washington. Washington. Non. Non. Il arrive juste. Ah ouais? Rassou Mince. Butler. Rasual. Le fameux. Ah, son âme. Jared Dudley. À Washington, Oui, oui. à Washington. Non. Et on a pris des gars un peu vicieux, Bah évidemment. oui, oui, oui. Autoporteur. Oui. 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 Markif Morris. Oui, 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 oui. Non. Oh. Enfin, j'ai pas tout sur Ah ouais, bah oui. On avait tout à Ah oui. Porzingis, Oui, à New York. bien sûr. D-Rose. Non. Non. Tim Hardaway. Tu vas en avoir Junior? Oui. Ouais. À New York aussi. Non. Rocky. Non, non, Pas je Rocky pense pas. Non, Non, non. non. Ok. Jamais. Thaddeus Young. Oui. Ah, au Pacers? Ah, bah, ça. Oui, sûr. Bien sûr, aux Pacers. Bojan Bogdanovic. Non. Non. Non, bien joué. Miles Turner. Non plus. Non. J'ai joué avec lui. T'as Ah oui, t'es rookie, oui, il est pourquoi arrivé. C'est un rookie. Et alors, il était fort? Moins fort que Porzingis. J'ai enchaîné en fait les deux. J'ai fait Porzingis, Ok. j'ai vu. Il était moins fort. Il était moins fort. Ok. Domantas Sabonis. Non. Non, bravo. Et Chris Humphries. Chris Freeze. Alors, Quel est-ce que t'as croisé Non. Kim? C'est ça la question. Est-ce que t'as croisé Kim si t'as Non, joué avec lui? j'ai pas croisé Kim. Ni l'un ni Non. l'autre? Non, J'ai t'as pas- croisé. Non, j'ai joué avec lui. Ah, t'as joué avec lui. oui. C'est T'as à pas cause- c'est croisé à cause de lui que je me prends le gros Tomar de Jeff Green. Absolument. Ah. Et la semaine d'avant, on en parle et il me dit je peux défendre sur n'importe qui. Je dis c'est faux. Il me dit non, je te garantis, je défends sur n'importe qui. L'action d'après, Jeff Green le bail de Thomas. Il vient me voir après le match. My bad, man. C'est bâtard. Allez, bravo les gars, vous avez été plutôt pas mal. On enchaîne avec le qui suis-je, et là évidemment tu joues, et je l'ai un peu adapté pour toi aussi. Je suis né le 18 mars 87, j'ai donc 34 ans, et je suis plus jeune qu'Erwan. Du
coup, hein, et plus talentueux aussi. Je suis au fil des années devenu un joueur Attends, NBA. j'attends de savoir qui c'est quand même. Non, mais je ramène le gilet pare-balles. Prochain, je ramène. Je suis au fil des années devenu un joueur solide de NBA, tournant à 10 points en carrière, surtout dans un rôle en sortie de banc. Mais commençons par le commencement. Je fais mes études au lycée de Skyline, au Texas. Et je me débrouille tellement bien que je ne vois pas l'intérêt de passer par la case fac. Un gros risque, parce qu'on va pas se mentir, je ne suis pas du calibre d'un LeBron James, par exemple. Pourtant, lors de la draft 2005, c'est bien mon nom que j'entends prononcer par David Stern lors du 34e choix. Ça y est, je rejoins la Grande Ligue, mon rêve devient réalité et je pars pour les montagnes de Salt Lake City et le Utah Jazz. Stephenson. Non. Dishon Stevenson, tu veux dire. Stephenson. À 18 ans, je deviens le plus jeune joueur de l'histoire de la franchise. Très jeune donc, j'ai du mal à me faire avec la NBA. Mes 2 premières saisons sont compliquées, avec peu de minutes et une majeure partie de mon temps à me former en G-League. D'ailleurs, le coach Jerry Jeremy Sloan Evans. n'est pas tendre avec moi, il avait déclaré à la presse « Je me moque de savoir s'il a 19 ou 30 ans, s'il est sur le terrain en NBA, il doit être capable de monter son niveau. Nous ne pourrons pas lui mettre des couches une nuit et un jockstrap la nuit suivante. » Pour ceux qui ne connaissent pas un jockstrap, je vous invite à taper sur Internet, c'est exceptionnel. Bref, mine de rien, je monte en puissance et à 21 ans, après 3 saisons dans la Ligue, je vois mon temps de jeu augmenter puisque je deviens starter en 2008-2009. 72 matchs, 72 dans le 5, mais pas plus de 23 minutes par match. L'équipe portée par Deron Williams marche bien. On atteint les playoffs en 2009, une élimination 4-1 contre les Lakers de Kobe. Je ne joue que 11 minutes en moyenne sur les 5 matchs, relayé un poste en sortie de banc. L'arrivée de Wesley Matthews l'année suivante me replace sur le banc, dans un rôle de 6e homme. On se qualifie une nouvelle fois pour les playoffs, et cette fois-ci avec un vrai rôle. 34 minutes en moyenne face aux Nuggets au premier tour, puis face aux Lakers. Malheureusement, on est encore trop court, et on se fait salement sweeper par les Lakers. C'est qui ça? Croyez-le ou non, après avoir connu les playoffs depuis le début de ma carrière, je ne les reverrai pas avant 2016. Faut dire qu'après une dernière saison à Utah, toujours dans un rôle de 6e homme, je pars à Cleveland en tant qu'agent libre. Je rejoins la team du petit Kyrie, pas dans le 5, je garde ce rôle de remplaçant. C'est qui ça, Je resterai 2 saisons. En quelle année rejoint? Et rejoint, je vous ai dit... 2012. C'est qui ça? Ouais, on est en 2011-2012 à peu près. Attends, un mec non drafté. 2013, ouais. Je resterai 2 saisons dans l'Ohio. La deuxième, je serai dans le 5, la moitié du temps. Non, pas du tout. mais Cleveland est dans un creux. Moi, je suis agent libre et je décide de ne pas rester. Nous sommes en 2014-2015 et je signe aux Pacers. J'alterne, comme souvent dans ma carrière, entre sortie de banc et 5 majeurs. Je réalise mes meilleures saisons statistiques avec 12 points en moyenne. Avec Indiana, je ne passerai jamais un tour de playoff, même avec l'arrivée d'un certain Kevin Serafin. Je le côtoierai une seule saison, j'adore ce mec. Rodney Stuckey? Non, attends. J'avais de base signé Attends. pour 4 ans. CJ Miles? CJ Miles. Ah oui, pas de fan. Je dis what? Gros. Allez, cherchez, hein. Bravo CJ Mais Miles, oui, putain, bravo. Utah, Cleveland. Et il partira à Toronto. Il partira à Toronto, il partira juste avant le titre après à Memphis. Bien vu, CJ. Et cette année, il avait signé un Super joueur. TD contract à Boston, mais il a joué qu'un match. Quand j'ai vu l'équipe, la seule personne que j'ai pas vue, je me suis dit, ça doit être lui. Bon, mais bravo. Bravo, Kevin. Un retour gagnant, on va dire, sur ceux qui Merci, suivent. merci. Voilà, qui suis-je de gagner. Je sais pas, je sais pas. J'attendrai pour cette victoire parce que c'est adapté, ça reste adapté. Mais non, c'est pas adapté. Je suis pas fan. Je suis pas fan de ça. Ce qui est adapté aussi, c'est ce super maillot à Super tu nous en dis un peu Mario. plus. Bah, c'est un produit de Franck Joubert. D'accord. On est devenus amis, ça fait un petit moment déjà qu'on commence à se fréquenter. Je suis parti en déplacement avec lui. Et c'est un produit. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend des jerseys de basket, comme celui-là, Everson, et il en fait des sacs. Donc il est capable, il fait beaucoup de foot aussi. Et ça donne ça, donc du coup c'est vraiment, vraiment qualitatif et c'est beau, tu vois. La sangle, il a adapté à moi parce qu'elle était un peu plus courte, on va dire. Donc là, il a refait, il a adapté, et vraiment, mais le sac, il est vraiment, vraiment beau. Ça, c'est une version bison, hein, donc Voilà. si ça adapte Voilà, à toi. c'est ça. Allez sur Instagram, il a évidemment un compte avec les sacs Joubert, c'est du travail de très niveau. Merci Tom, merci Thomas, merci Kevin, merci Olivier derrière pour les photos, merci Polo et Jérémy en régie. On se retrouve lundi pour la libre antenne, il faudra que tu viennes aussi maintenant à la libre antenne, et puis on se retrouve le jeudi prochain pour le First Day Show. Le dernier, avant qu'on parte aux États-Unis, on fera forcément quelque chose. Et la trade deadline de aussi, spécial. Et la trade deadline jeudi aussi, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Ouais. On va pas point trop en faux, les amis. Okay. À lundi pour la libre antenne. Bisous les amis, ciao ciao.